Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant de commencer, j'ai 2 petites choses à vous demander. La première, si vous cherchez à rejoindre le club Ohana Triathlon, membre de la Fédération Française de Triathlon, eh bien direction www.devenirtriathlète.com/club. Et la deuxième, en cette période de fête de fin d'année, si vous êtes un petit peu à la bourre pour les cadeaux ou même si vous souhaitez en savoir plus sur le livre que nous avons rédigé à 7 mains avec Olivier de Scooter et bien d'autres spécialistes. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, pour ce dernier épisode avant Noël, eh bien il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Et en plus j'ai dit une bêtise, c'est pas le dernier épisode avant Noël, c'est le dernier épisode qu'on enregistre avant Noël, mais ce sera diffusé la semaine après Noël. Donc ce sera le dernier épisode de l'année. Et oui. Et pour fêter ça, eh bien on renoue avec les racines belges du podcast. On a un invité belge. Je veux parler de Arnaud Dely. Salut Arnaud. Salut à tous. Alors Arnaud, tu nous as dit en off que tu avais déjà écouté quelques épisodes du podcast, donc ça va faciliter les choses. Tu connais déjà un petit peu la trame. Et la première de toutes les premières questions qu'on pose à nos invités, c'est de leur demander de se présenter. Donc dis-nous tout Arnaud, en quelques mots. Non, pas en quelques mots. Prends tous les mots que tu veux, tout le temps que tu veux. Qui est Arnaud Dely ? Alors qui est Arnaud Dely ? Moi je suis donc Arnaud Dely, je suis belge. J'ai 25 ans, je vais bientôt avoir 26 ans l'année prochaine en janvier. Ça commence à devenir, je vais pas dire vieux, mais c'est vrai que chaque année, je me dis oula, ça commence à. Surtout, je vois ça quand je vais en course avec les plus jeunes et que j'allais souvent moi en course étant le plus jeune et de plus en plus, je vois des jeunes qui sont là et qui commencent à un peu demander des conseils, un peu de trucs d'expérience qu'on demande souvent aux plus vieux. Et c'est quand on arrive à 25-26 ans, on commence à être un peu plus vieux. Mais voilà, donc moi, oui, Arnaud, 26 ans, belge. Je me considère maintenant comme un duathlète. Je me suis considéré longtemps comme triathlète, mais là, voilà, ça fait maintenant 1 an que je suis athlète professionnel en tant que duathlète, avec l'ADEPS ici en Belgique. Mais je garde toujours un petit contact avec la natation parce qu'il n'y a rien à faire, c'est toujours un bon moyen de continuer à se dépenser. Et vraiment quand on court beaucoup, c'est toujours vraiment bien de nager. Donc du athlète, passionné de sport. Depuis que je suis tout petit, j'ai commencé moi, on en parlera sûrement, mais par le basket depuis que j'ai je pense 3 ans. J'ai commencé par le baby basket parce que je suis, je pense, une boule d'énergie. Je pense que j'aurais pas mes 2 heures, mes 3 heures de sport quotidien. Je pense que je sais pas ce que je ferais, mais il faudrait que je l'évacue quelque part d'autre, mon énergie. Donc oui, passionné par le sport et très énergétique dans la vie. Vous le voyez pas à l'audio, mais parce que nous on a Arnaud en visuel et il est en train de se gigoter sur sa chaise, donc effectivement quand il dit qu'il tient pas en place, ça a l'air d'être vrai. Ouais, non, moi je pense que on en parlait justement hier avec ma copine Margot. Je dis moi, je sais pas ce que je ferais si j'avais pas quotidiennement mon sport pour me défouler, parce que même déjà après avoir fait des fois 5-6 heures de sport, j'ai comme encore envie de aller promener, aller faire quelque chose à gauche, à droite et bouger. Donc maintenant je pense que le fait de bouger aussi donne de l'énergie. Ça j'en suis presque aussi certain. Que je pense que souvent quand j'ai des jours off ou vraiment où j'ai limite juste 30 minutes de course à pied, je me sens plus fatigué quand je fais rien. Quand je m'entraîne beaucoup. Donc voilà. Alors comment est-ce qu'on pourrait encore me présenter? J'adore la musique, c'est vraiment une passion que j'ai à côté du sport. Et je suis pas un grand, fan du sport dans le sens où on peut l'entendre. Vraiment, je connais des gens qui pourraient reciter qui a été champion du monde de football ou les noms, les numéros de chaque joueur, vraiment l'historique du sport. Mais j'adore vraiment comprendre la physiologie du sport et tout ce qui est les entraînements. Qu'est-ce qui en fait, comment on arrive à un tel niveau dans ce sport ou dans ce sport-là, quelles sont les contraintes, et c'est un peu aussi ce que je fais. Moi, j'ai fait des études de biologie médicale, donc j'ai commencé à l'UNIF, ça a été un peu plus compliqué parce qu'avec le sport c'est compliqué, donc je suis passé en haute école. J'ai fini il y a maintenant 1 an et demi mon cursus en haute école en tant que technologue de laboratoire médical. Donc voilà, là aussi c'était un peu dans tout ce qui est la recherche, un peu comprendre au niveau du corps humain, tout ce qui peut se passer
au niveau métabolique, physiologique, etc. Et c'est quelque chose que je pense c'est vraiment ça qui m'attire à travers le sport en fait. Comprendre comment est-ce qu'on peut se développer, que ce soit à travers des sports d'endurance ou même des fois quand on voit en musculation par exemple des transformations de personnes qui sont vraiment des fois incroyables, comment on peut passer d'une personne qui est on va dire obèse à des gars qui sont fit et super musclés. Donc c'est tout ce processus d'entraînement et de transformation enfin en fait de soi, transformation physique. Et aussi de plus en plus je m'intéresse fortement aussi à tout ce qui est psychologie maintenant, tout ce qui est développement personnel, développement psychologique. Je pense que ça a un lien énorme aussi avec la performance en soi. Donc voilà un peu toutes mes passions, je pense. Bien sûr, ma copine, c'est aussi enfin vraiment quelque chose. J'adore vraiment passer du temps avec elle. C'est vraiment pour moi une grosse route de ressourcement vraiment. C'est vrai que aussi quand on part en stage 2-3 semaines loin de ses proches, loin de sa famille, loin des personnes qu'on aime, c'est vrai que c'est ça un peu les sacrifices du sport de haut niveau. Mais voilà, quand on vient un peu à la maison et qu'on passe du temps ensemble, c'est vraiment pour moi aussi des chouettes moments à vivre. Donc voilà, je pense que c'est un peu, je sais pas si vous me présentez, mais vraiment un peu tous les points que je pense sont... Les différentes facettes de ta vie. Exactement, je pense que c'est comme ça. Pro, perso, ok. Exactement, comme on peut un peu sur l'aspect jeune, je te rassure, ça va pas aller en s'améliorant. Hein. Plus tu vas grandir, on parle de grandir à ton âge, pire ça va être. Après on parlera de devenir sage et puis après on parlera de vieillir ou inversement. Non, je parle en connaissance de cause, je suis le doyen de cet épisode. Mais non, c'est une belle présentation et j'aime bien aussi que tu présentes... que tu inclues ta copine, ta compagne dans la présentation. C'est vrai que c'est plutôt rare qu'on l'aborde dès la présentation avec nos invités. En général, on en vient dans l'épisode à parler du conjoint, de la conjointe, parce que c'est vrai que sur des sportifs et qui plus est de haut niveau, voire professionnel, il y a un impact certain qui est l'environnement familial, mais c'est impressionnant que tu en parles dès le début. Donc ça veut dire que pour toi, ça revêt quand même une certaine importance. Oui, pour moi, je pense que je lui en dis souvent, je pense que je pourrais pas faire ça sans quelqu'un qui me soutient aussi. C'est vrai que je suis de base quelqu'un de très individualiste, je pense que je ferais faire mon truc tout seul, mais est-ce que je tiendrais vraiment longtemps comme ça? Je pense que c'est elle aussi qui me ressource et je la remercie aussi tous les jours parce que je sais que le sport de haut niveau c'est très égoïste comme pratique. On n'en parle pas assez, mais c'est vraiment moi je veux performer, je veux m'améliorer, j'ai besoin de faire ça, mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement, un investissement qui est peut-être pas souvent compatible avec des personnes, je vais dire lambda entre gros guillemets, mais c'est vrai que voilà, des fois non, on peut pas aller manger trop tard, demain je dois me lever tôt ou c'est tout des petits détails que oui, elle comprend tout à fait mon rythme de vie et je leur suis totalement reconnaissant. Et c'est clair qu'aussi l'environnement familial, moi j'ai toujours été baigné dans le sport de par mon papa qui m'a toujours un peu poussé à en faire dès le début parce que voilà, il trouvait que la valeur qui était dans le sport était quelque chose de vraiment chouette. Et il en est arrivé à devoir me freiner maintenant, enfin pas plus maintenant parce que maintenant j'en ai fait mon métier, mais c'est vrai qu'à un moment quand je m'entraînais vraiment beaucoup, il disait oula, tu fais un peu trop de sport là, tu risques de te blesser, plus tard faut faire attention, etc. Donc voilà, c'était marrant un peu le fait au début qu'il devait me freiner. D'ailleurs c'est chouette parce qu'on a eu c'était hier l'anniversaire de ma grand-mère et on a justement eu une réaction par rapport à ça, c'est que mon papa m'avait dit, genre au début je faisais donc du basket et quand on courait, il me disait voilà, pour le sport ce serait bien, pour le basket en soi ce serait bien que tu aies une petite condition physique, que tu ailles courir, etc. Oh, moi courir, bof quoi, c'était pas mon truc, moi je voulais un petit peu jouer, essayer de mettre des paniers et il m'avait une fois emmené pour aller courir et il me disait Arnaud, il y avait un poteau électrique à 500 mètres de chez nous, il disait tu ne savais pas aller jusque là en courant. T'étais obligé de marcher un petit peu donc c'est marrant, c'est le fait qu'il m'a un peu poussé à faire du sport et puis après ça a été un engrenage j'ai voulu un petit peu commencer à en faire un peu plus et puis là j'étais bon et puis c'est jamais parce que j'entends souvent des gens qui disent quand est-ce que t'as découvert que tu pouvais être bon. Je pense que c'est vraiment un engrenage, c'est vraiment
on se rend compte au fur et à mesure qu'on est bon, qu'on a envie de progresser, et puis c'est tout un processus qui fait que voilà, tu suis ce que tu veux faire, tu te mets en place des objectifs et tu continues dans cet engrenage, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Bon, et du coup, on va revenir aussi sur ton palmarès un peu plus récent, mais d'abord pour rester sur toi et sur tes débuts, et sur ce que tu disais aussi, tu disais le sport de haut niveau c'est très individualiste. D'une part, c'est vrai que socialement c'est plus difficile parce que forcément t'es dans un autre rythme par rapport à la majorité des gens, donc oui, forcément à ce niveau-là c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué. Mais après, est-ce que c'est pour autant le sportif de haut niveau qui est individualiste, ou est-ce que c'est tout simplement les sports individuels comme le duathlon, le triathlon, la course à pied, tu vois, je veux dire, enfin, si t'es joueur de foot, est-ce que tu dirais la même chose, tu vois, ou joueur de basket, est-ce que le basket c'est tu vois, est-ce que les joueurs pros, ou en tout cas de haut niveau, sont aussi individualistes? Je pense que ça demande quand même une contrainte. Moi, quand j'ai joué au basket, voilà, j'ai jamais joué au basket, je veux dire, au tout haut niveau, et je ne sais pas non plus les contraintes que ça peut me demander d'être, je veux dire, basketballeur professionnel ou footballeur professionnel. Je pense en plus au niveau football, basket, à vraiment au tout haut niveau, il y a aussi une dimension de tout ce qui est médias, etc., qui va demander, à mon avis, une demande énorme. On faisait la réflexion ici, quand on voit Messi qui est champion du monde, on se dit, à mon avis, les médias, ils doivent pas arrêter, quoi. Ça doit être vraiment, et je pense que pour les compagnes et la famille de toutes ces grandes stars-là, ça doit quand même être aussi une énorme contrainte. Donc, c'est peut-être, je pense, une contrainte différente du fait que moi, c'est peut-être plus, voilà, aujourd'hui, je dois faire 4 heures à vélo, je serai peut-être pas là quand tu rentreras, du boulot, attends-moi encore 2 heures. Enfin, c'est peut-être un peu différent, mais voilà, c'est peut-être aussi, j'ai une interview, j'ai, un entraînement en groupe, j'ai des voyages aussi, parce que j'imagine aussi, ici je partais en stage, il y avait énormément de clubs cyclistes, même si c'est un sport individuel, c'est quand même souvent sous forme d'équipes qui sont regroupées. Là aussi, c'est aussi beaucoup de voyages, beaucoup d'heures loin de la famille, loin des proches. Donc je pense que voilà, un compagnon ou une compagne de sportif de haut niveau, je pense que ça demande quand même certaines contraintes différentes qu'un copain ou une copine d'une personne qui travaille de 6 à 5, et que voilà, c'est toujours la même rengaine, et on peut peut-être planifier aussi, je pense, ces journées, que moi, une journée peut être très différente l'une de l'autre, en fonction de si je suis en stage, est-ce que je suis en période de coupure, est-ce que je suis en compétition, est-ce que c'est vraiment très très différent, et c'est ça qui est aussi un peu plus compliqué, c'est vraiment un horaire que je me mets, entre guillemets, mon coach me met, quoi. Donc c'est vraiment un peu plus difficile de dire d'avoir un certain schéma métro boulot dodo, même si au final notre boulot c'est s'entraîner, mais voilà, c'est moins schématique, moins dans la répétition à chaque fois des mêmes schémas, quoi. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, t'as commencé le sport avec le baby basket. C'est quoi le baby basket? Je sais pas si ça s'appelle comme ça en France, ou nous on appelle ça baby basket. C'est vraiment l'initiation au basket, en fait. Et donc en soi, on a vraiment des paniers qui font la taille, je sais pas moi, 1m10. C'est un panier qui a cette largeur-là, et vraiment on a un ballon comme on peut voir, je pense, chez Decathlon, pour pas citer la marque, on a des tout petits ballons qui rendent, et voilà, c'est juste pour apprendre un peu c'est plus de la psychomotricité, dire de savoir un peu marcher en dribblant avec un ballon, et de lancer le ballon plus ou moins dans le cerceau, quoi. Mais donc t'as commencé quand même tôt le sport, enfin peut-être pas le sport intensif, mais en tout cas ça a toujours été un truc assez présent, quoi. Oui, au fondement, au final, je m'en suis jamais rendu compte vraiment. Je me rends compte peut-être maintenant que je fais vraiment ça intensivement en tant qu'athlète professionnel. Mais même quand je faisais du basket à 14-15 ans, moi j'avais, je pense, 3-4 entraînements la semaine. J'avais un plus ou moins bon niveau, donc des fois il m'arrivait de jouer aussi avec les joueurs de l'équipe au-dessus. Donc j'avais un entraînement en plus avec ceux au-dessus, des fois 2 matchs. Donc au final, ça revenait vite à 6-7 contraintes par semaine d'entraînement, ce qui au final paraît vite beaucoup, quoi. Et là je me rendais peut-être pas compte que c'était vraiment intense déjà, mais oui, mes parents dès l'âge de 3 ans, je pense, se sont rendus compte que non, Arnaud, il faut qu'on le canalise quelque part, parce que ça aurait pu être dans le football, ça aurait pu être dans n'importe
quel domaine, même peut-être, je ne sais pas, si il m'aurait fait peut-être de la musique maintenant à 3 ans, c'est quand même plus compliqué, je jouais déjà peut-être d'un instrument, etc. Mais dans un autre domaine, ça aurait peut-être été aussi pareil, je ne sais pas, mais je pense que j'avais besoin de me dépenser en fait, j'avais vraiment besoin de dépenser mon énergie. T'as joué au basket jusque quand, ou plutôt t'as commencé le triathlon à quel moment? Donc, et comment t'as découvert ça? Ouais, j'ai commencé à 3 ans le basket et j'ai fini à 18 ans. Alors pourquoi? Parce que à un moment il y a aussi la limite de la taille qui moi me pénalisait parce que je jouais de plus en plus avec des gens qui grandissaient et du coup au début je jouais plutôt ailier, si vous avez un peu des notions en basket, donc poste 2-3 sur les ailes. Et au final, en fonction de ma taille qui grandissait plus tard, j'étais plus meneur, qui était un poste qui demande énormément d'explosivité et vraiment une pression de vraiment mener l'équipe. C'est d'où le terme un peu du poste. Et voilà, je pense pas fait pour ce poste-là et j'avais du tout moins en moins de temps de jeu et ça m'énervait parce que moi, quand j'allais au sport ou au basket, c'était pour me dépenser et passer le samedi ou le dimanche sur le banc du match voir les autres jouer, ça m'a un peu saoulé, donc là j'ai tout doucement arrêté le basket et déjà à côté quand je jouais au basket on avait des fois le mercredi un peu de préparation physique, donc on faisait déjà un peu des tours de terrain, un peu d'endurance en courant. Déjà là je me prenais un peu au jeu, des fois on avait un peu des tests, les tests VMA qu'on avait, je me souviens on avait fait ça et j'étais peut-être dans les 2-3 meilleurs, tout en étant qu'à cette époque-là, je n'avais pas le physique que j'avais maintenant. J'étais déjà un peu en bon point. J'ai toujours été avec plutôt 4-5 kilos en trop que trop peu. Donc voilà, je me débrouillais déjà pas mal au niveau de l'endurance. Et puis après, quand j'ai arrêté le basket, j'ai voulu quand même continuer à faire un peu de sport. Donc j'allais courir un peu quand j'avais le temps. Mon papa et mon frère, eux, font du vélo. Donc j'ai essayé un peu aussi d'aller rouler avec eux et en fait c'est mon grand-papa a un appartement à Nice et j'ai juste vu l'Ironman de Nice quand j'étais là-bas et puis je me suis dit oula, c'est chouette ça comme défi, donc c'est vraiment un peu de là que je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un peu de vélo aussi avec mon papa et mon frère. Et là t'avais quel âge? Et alors là je devais avoir 18-19 ans je pense. Ok, donc d'accord. vraiment donc assez tard au final par rapport à des copains du coup que je me suis fait un peu dans le triathlon qui avaient déjà commencé plus tôt dans le triathlon, mais voilà, j'ai commencé vraiment à ce moment-là. Moi nager, je nageais à l'école comme tout le monde nageait à l'école, on allait un peu là-bas, c'était vraiment pas ma partie de plaisir, l'impression c'était vraiment pas, même à l'école, pas un truc que j'aimais trop, mais voilà, j'ai découvert après là avec le triathlon vraiment un peu et donc t'aimais pas trop nager, t'aimais pas trop courir non plus. Courir ça, c'était pour me dépenser. Tu devais aller jusqu'au lampadaire au coin de la rue, c'était compliqué. Bon, le vélo, a priori, c'était peut-être le truc qui t'excitait le plus parce que il y en avait dans la famille, voilà. Mais de base, t'étais pas forcément prédestiné à devenir triathlète, quoi. Ouais, non, vraiment pas. Et tu disais pour le basket, les autres grandissaient et donc du coup, ça devenait plus compliqué. C'est-à-dire que toi, t'as arrêté de grandir? Ouais, je pense que j'aurais vraiment, ou alors vraiment, Tu mesures combien? Là, je mesure 1m80. Ok. Et c'est petit, j'imagine, c'est quand même, c'est petit pour le basket. Oui, pour le basket, c'est ça, dans la moyenne, j'imagine, 1m80. Enfin, je sais pas c'est quoi la moyenne d'ailleurs chez les hommes, mais j'imagine que c'est 1m90, 1m95. Non, dans le basket. Dans le basket, oui, mais je veux dire, dans la population générale, 1m80, c'est pas petit, c'est, Non, mais le problème, c'est que quand on joue au basket, on a tous les grands joueurs qui sont là. Ouais, c'est ça, bien sûr, mais pour le basket, c'était petit. Donc pour le basket, c'était petit et C'était petit, et pour le triathlon, ça, par contre, ça allait. Il y a pas vraiment de, c'est toujours difficile. Est-ce qu'il y a une physionomie, typique pour le triathlon? C'est difficile à dire, quoi. Tu vois des Blumenfeld qui sont plutôt tassés, des Jan Frodeno qui font je sais pas combien il fait, mais pas loin de 2 mètres. Il est super grand. En fait, t'as pas forcément un gabarit type comme tu pourrais l'avoir en basket. Ouais, non, c'est clair, mais c'est ça ici qui fait la beauté, je pense, du triathlon, c'est que tout le monde peut un peu trouver pour son physique. C'est clair que je pense qu'au fin fond, bien sûr, on a un peu des
peu importe sa morphologie, on aura toujours des points forts et des points faibles. Et à nous d'en retirer les bénéfices et d'essayer de les limiter ce qui nous fait défaut, quoi. Donc c'est un peu ça, et c'est ça aussi dans le triathlon au final, hein. On a vraiment rarement quelqu'un qui nage 4,0 au 400, qui pousse 400 watts sur 1 heure et qui court 28 minutes au 10 km. Donc c'est vrai que ça, le jour où le gars sera faire ça, le triathlon aura passé un niveau, mais je veux dire que tout le monde a un peu... Ouais, bon, enfin bon, tu regardes quand même le podium Hawaï. Les mecs, tu te dis, alors, ok, de manière relative, tu pourrais te dire, ouais, il est quand même mauvais dans une des disciplines par rapport à d'autres personnes. Enfin, t'as quand même l'impression que les mecs, ils sont surperformants à tous les niveaux, quoi. Tu te dis, ces gars-là, ils pourraient probablement rouler, je sais pas, en Tour de France. Tu vois, ils pourraient faire des très belles places sur des marathons. Ouais. Et enfin, tu vois, je veux dire, ça reste incroyable ce qu'ils font dans toutes les disciplines. C'est assez impressionnant, quoi. Oui, mais le sport aussi est un sport jeune entre guillemets et ça ne fait qu'évoluer. Je pense que moi, je suis encore du coup un peu récent entre guillemets dans le triathlon, mais j'ai des amis qui disaient voilà, sur certains JO des débuts. Oh, tu nageais plus ou moins bien et après à vélo ça roulait pas trop, il fallait juste un peu courir. Puis il y a eu un moment avec l'arrivée des Brownlee où il fallait vraiment savoir nager très fort, rouler très fort pour le premier pack et après faire ce que tu peux dans la course à pied. Et maintenant on arrive vraiment à un niveau où c'est vrai que être triathlète de haut niveau, ça demande vraiment dans les 3 disciplines d'être vraiment dans le top mondial. Je pense que dans chaque discipline, il faut se dire d'être le meilleur de son pays, quoi, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied. Donc c'est vrai que pour ça, le triathlon a vraiment évolué de manière exponentielle et c'est ça qui est beau aussi parce que ça pousse le sport vers le haut au final, hein. C'est ça qui est beau, quoi. Mais c'est vrai que c'est excitant parce que là pour l'instant les records ils tombent les uns après les autres, c'est toujours plus rapide, donc c'est vrai que c'est assez excitant. Et toi, tu découvres du coup le triathlon à 18 ans. Tu mets combien de temps pour... t'accroches tout de suite et tu mets combien de temps pour arriver dans le haut niveau? En fait, donc le triathlon en tant que tel, donc j'ai vraiment commencé par un peu la course à pied en courant un peu. En fait, mon cousin qui est un peu plus jeune que moi avait commencé l'athlétisme et alors je l'avais emmené à son club d'athlétisme à Liège, ici, le stade de Németh. Et pendant qu'il faisait son entraînement d'athlétisme, donc il était quand même un jeune à cette époque-là, du coup il faisait un peu tout, il faisait un peu lancer de javelot, saut à hauteur, etc. Et moi, voilà, j'avais décidé de courir autour de la piste, vraiment, je me dis je vais aller courir 1 heure. Et en fait, c'est quelqu'un qui me voit courir et qui me fait tu fais quoi comme séance? Je cours. Je savais pas si c'était une séance, moi. Je me dis je cours, quoi. Je cours 1 heure, je cours 30 minutes, mais je cours. Ah, mais tu fais quelque chose, là, tu fais des fractionnés, je dis non, je cours. Il dit, tu vas trop vite, tu me dis, et en fait, je courais, genre, à mon avis, à 15-16 km/h pendant 1 heure sur la piste, quoi. Mais ce qui me paraissait, je pense, voilà, je courais sans me rendre compte si c'était rapide ou lent, et il me dit, ah non, mais il faut que tu essaies de faire quelque chose. Et donc là, j'ai commencé à avoir contact avec Gilles Decoq, qui a été mon premier coach de triathlon. Et voilà, il m'a un peu donné un peu les bases de l'entraînement, aussi vraiment appris à me faire apprendre de m'écouter en fait, de vraiment écouter mon corps, ce que je ressentais, de pas en faire trop, de bien courir lentement ses footings, de bien vraiment tout un peu les bases qui je pense sont importantes dès que tu commences un peu à apprendre ce sport-là, d'être graduel dans la progression, de ne pas vouloir en faire trop vite. Et voilà, c'est venu au fur et à mesure. J'ai commencé un peu à m'entraîner, à commencer à faire un peu des aquathlons, des duathlons, des triathlons. Et puis voilà, je me suis rendu compte qu'en duathlon, j'étais plus devant qu'en triathlon ou en aquathlon. Mais voilà, je gardais quand même le triathlon quand même dans mon coin de tête et je continuais quand même à nager. Sachant quand même que j'avais un peu une défaillance au niveau natation, mais peut-être pour faire du plus long, style 70.3 ou Ironman sur le plus long terme. Et j'en ai déjà fait un aussi très très jeune, hein. J'ai fait, je pense, un premier 70.3 à 19 ans, donc limite dans mon année directement après le triathlon. Après j'ai commencé.
Et j'avais fait, je pense, 6 ou 7e au championnat de Belgique, 70.3 avec un vélo, je veux dire, de route de base, avec juste les mini prolongateurs, vraiment le strict minimum. Donc voilà, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais en natation. Et puis, dès que je sortais de l'eau, c'était un peu, pour moi, que ça commençait un peu, mais j'aimais bien, en fait, un peu. Et je pense aussi, ça m'a aussi forgé beaucoup sur le mental parce que, du coup, quand j'ai commencé un peu à faire des résultats, surtout en duathlon, en triathlon, ben, je me débrouillais, je veux dire, pour les gens de mon âge en Belgique, j'arrivais à faire quand même des trucs plus ou moins potables et j'avais eu une proposition de la part de la fédération belge d'essayer de faire une coupe d'Europe. Donc là, c'est quand même un niveau assez important en triathlon. Et voilà, avec pour moi une première boule au ventre de voilà, la natation, on va voir comment ça va se passer, quoi. Et en effet, je sors de la natation, on regardait justement ici en stage avec mon ami qui était ici stage avec moi, le temps que j'avais en fait sur le dernier de la natation, j'avais 1 minute 10 sur le dernier de l'eau de la natation. Donc en fait, j'arrive dans la zone de transition, il n'y a plus que mon vélo, quoi. Donc je pense que toutes ces petites choses-là en fait m'ont forgé quand même mental et j'abandonnais pas, quoi. Je monte sur mon vélo. Et au final, je finis, donc il y avait 30 participants, je pense, et je finis 24e, quoi. Je reviens sur la dernière course à pied. Il m'avait pas lapé en vélo, parce que s'il m'aurait lapé en vélo, j'aurais été disqualifié. Mais voilà, je pense que le fait d'avoir un peu, de voir qu'il n'y a plus que ton vélo dans la transition, de dire ok, j'abandonne pas. Je continue, mais je pense que c'est ça qui m'a forgé un peu au final, quoi, de jamais lâcher les bras. Moi, vraiment, quoi qu'il arrive, je sais même pas si j'ai une fois abandonné une course, parce que voilà, même si j'ai un jour sans, même si il y a plein de raisons de choses qui peuvent arriver dans une course. En même temps, quand il y a plus que ton vélo dans le période de transition, j'avais dire, il peut plus t'arriver grand chose si c'était peut-être une chute, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ou alors, bon, tu disais se faire laper, mais ça vaut peut-être la peine de définir se faire laper, c'est-à-dire, c'est des tours à vélo. Ouais. Et si jamais le premier, te rattrape, tu es disqualifié. Ouais, c'est ça, ce qui est quand même au final plus avantageux pour eux parce qu'ils sont quand même en pack et toi t'es tout seul. Donc, je pense que c'était style 5 tours et c'était 20 bornes. Donc j'avais pas dû chômer quand même à vélo pour ne pas me faire laper, mais voilà, j'ai encore l'image de la moto qui vient après la natation de près de moi, il me demande ça va, tout va bien. Je dis oui, tout va bien, c'est juste que je sais pas leur niveau encore en natation. Et petite anecdote d'ailleurs, celui qui gagne cette course-là, c'est un certain Gustav Iden et 2e place pour Alexis. Donc ça montrait déjà quand même le niveau qu'ils avaient déjà jeune, quoi. Donc voilà. Ça, c'était en quelle année, ça? Alors ça devait être en bonne question. 2015, 14. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Oui, donc ils étaient, ils ont quel âge d'ailleurs Ils ont un an peut-être qu'Alexis a mon âge, donc est né de 97, et que Gustav Iden est de 96, je pense. Donc il a un an plus âgé que moi. D'accord. Donc voilà. D'accord. Et bon, pour ceux qui connaîtraient pas, ces deux athlètes, enfin, je sais pas si tu connais peut-être leur palmarès par cœur comme ça, mais Gustav Iden vient juste de gagner à Hawaï, donc c'est quand même pas mal. Alexis, je ne sais pas s'il a déjà été champion du monde. Enfin, en tout cas, il jouait. Non, c'est l'Auberger qui était cette année sur le WTCS, mais il jouait le général sur le WTCS cette année, Alexis. Mais Alexis, c'est pas lui qui a gagné. Ah non, il était juste derrière Blumenfeld l'année passée, je pense, sur le championnat du monde WTCS. C'est possible, mais il a déjà gagné plusieurs. Mais bon, bref, c'est un Anglais. C'est ça, un des meilleurs coureurs sur le circuit, ouais. C'est ça, d'origine chinoise, je pense. Ah, c'est possible. Enfin, en tout cas, asiatique. Enfin, voilà, il est reconnaissable. Enfin, bref. Et donc, oui, effectivement, c'est deux des très gros athlètes aujourd'hui sur la scène mondiale. Ouais. Ok, donc en 2015, tu courais avec eux. Enfin, je courais. Oui, on peut dire. Oui, j'ai participé à la même course qu'eux, en effet. Mais je pense oui, c'est ça. Après, vous étiez peut-être pas forcément, pas forcément côte à côte, mais. Mais bon, en tout cas, vous étiez sur la même course. Mais bon, voilà, sur la même course avec 30 athlètes, c'est déjà pas mal. C'était quoi? C'était la Coupe d'Europe, ça? C'était une Coupe d'Europe à Olten, en Hollande. Ouais. Où, voilà, on était avec plusieurs Belges.
Si je me souviens bien, le premier Belge était Arnaud Mingal, deuxième Belge Noah Servet. Tous des gars, je pense que c'est tout chez les jeunes. Parce que c'était en junior encore, hein, je pense, si je me souviens bien. Ça date, ça, mais voilà, tous des gars qui maintenant aussi sont toujours au tout haut niveau en triathlon, quoi. Donc voilà, en Belgique. Mais donc c'était au tout début, parce que tu dis, j'ai découvert le triathlon à 18 ans. Ouais, c'était tout début, hein, c'était Je savais nager, mais sans plus. Je courais, mais je savais pas trop ce que c'était un intervalle. Et en fait, un an après, tu fais ton premier 70.3, donc 70.3 pour nos amis français. Ouais. Et aussi, surtout, ta Coupe d'Europe, quoi. Ouais, ça a été en distance olympique. C'était un court Non, c'était un sprint, pardon. C'était un sprint. Tu disais 20 km. Ouais. C'était un sprint. Ok, donc ça a été effectivement hyper vite. Ouais. Et comment t'as fait pour te qualifier sur une Coupe d'Europe alors que tu découvrais à peine le sport? En soi, en Belgique, je pense qu'il n'y avait pas tant de critères de sélection. C'était plus en fonction des résultats que j'avais fait en Belgique, où j'avais déjà eu plusieurs podiums, vraiment des bons résultats. Ou même en triathlon, j'arrivais quand même à faire des podiums en Belgique. Ok, donc, je reformule ma question. Comment t'avais fait pour faire des podiums dès ta première année? Parce que tu dis en Belgique, enfin, bon, la Belgique, ok, c'est un petit pays. En termes de probabilité, c'est quand même plus facilement d'être champion de Belgique que champion de France, par exemple. En attendant, il y a quand même un sacré niveau en Belgique aussi. Hein. Je veux dire, on a quand même des beaux noms dans le triathlon en Belgique. Donc, voilà, c'est pas comme si t'étais champion je sais pas. De l'Ouzbékistan de triathlon, quoi, tu vois, je veux dire, c'est... Non, comment t'as fait pour faire ces premiers podiums? T'as pas besoin d'aller si loin, hein. Tu peux parler du champion du Luxembourg, hein, qui finalement, à part Dirk Bockel qui a fait 3, je crois, à Hawaï il y a quelques années, on n'a pas de grosses stars en triathlon au Luxembourg. Si, peut-être Bob Allaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une culture triathlon qui est quand même très présente, tu vois. On a eu plusieurs champions du monde, etc. Enfin, tu vois, donc il y a quand même un niveau qui est assez relevé. D'ailleurs, tu regardes sur les compétitions internationales, t'as quand même pas mal de Belges. Donc, ouais, non, c'est clair. Maintenant, je pense qu'aussi, moi, j'étais en... T'as plus simple, hein, tu regardes les invités de devenir triathlète, il y a pas mal de Belges. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est clair, mais c'est... Je sais pas, c'est venu aussi, je pense que de base aussi, j'avais peut-être un talent à pied. Ça, j'en pense que de base, je pense que dès que je posais un peu le vélo, j'avais vraiment un talent pour ça. Donc, je pense que c'est clair. Maintenant, c'est venu, oui, vraiment assez vite parce que j'ai eu vraiment, avec peu d'entraînement, c'est venu vraiment assez rapidement. Et je me souviens encore de gars qui disent, putain, mais c'est qui lui? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il vient nous faire? Des gars qui sont là depuis longtemps, quoi. Non, c'est vrai que je faisais les compétitions aussi encore avec des catégories où j'étais pas encore avec Martin ou Martin Van Riel, qui est aussi un très bon Belge, ou Jelle Heinz, qui était plus âgé que moi. Donc, en ce qui concerne ma catégorie qui était encore junior, je pense que j'étais encore plus ou moins correct, quoi. Je veux dire, si je faisais le championnat de Belgique avec les adultes et vraiment tous les plus âgés, là je pense que j'étais un peu plus loin, mais vu que j'étais encore en catégorie, je pense junior, il y avait encore j'étais encore plus ou moins bon à ce niveau-là, quoi. Donc c'est pour ça que, vu les résultats, on m'avait proposé, voilà, des fois ils ont quand même un certain nombre de places à devoir mettre les sélectionneurs belges pour les coupes d'Europe, et au final ils testent un peu, je vais pas te dire tous ceux qui sont un peu bons en triathlon en Belgique chez les juniors, voilà, ils les font un peu tester sur les coupes d'Europe pour de l'expérience, pour voir un peu leur niveau et pour un peu aussi voir des détections de talent, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, et du coup, comment t'as évolué toi alors dans le sport après cette première année fracassante? Ouais, comment j'ai évolué? Je me suis entraîné, il y a pas de secret, hein. Non, mais je veux dire, en termes de course, parce que t'es passé, là, plus récemment, t'es passé sur du athlon et aquathlon. On va repréciser les formats là tout de suite, mais donc t'as fait ta Coupe d'Europe. Après ça, tu t'es dit, bon, ok, je termine 24e, il y a encore du boulot. Donc je m'accroche. T'as continué sur cette voie-là. T'avais fait aussi de la longue distance. Tu faisais à la fois du sprint et à la fois du long, enfin du semi, quoi. Ouais. J'ai toujours bien aimé le long distance, hein. Moi, même quand je commençais un peu la course à pied, j'avais fait, à la place de commencer par un 10 km, j'avais déjà fait un semi-marathon, quoi. Donc j'ai toujours été attiré plus par le long. Maintenant, oui, j'ai toujours eu, je pense, dans le coin de ma tête, plus du triathlon. Jusque maintenant, je pense, il y a peut-être 3-4 ans,
Là je me suis dit voilà, en duathlon il y a vraiment moyen d'aller chercher les titres mondiaux, les titres européens et vraiment me focaliser là-dedans. Et vu comme on en a parlé justement du niveau qui venait que d'augmenter en triathlon, je me dis voilà, je pense que je préfère essayer de me focus sur le duathlon, essayer d'en tirer tout ce que je peux au maximum. Et puis l'air de rien, j'étais quand même toujours aux études, donc je préférais avec mes peut-être 20 heures d'entraînement que j'avais dans la semaine, me focaliser que sur la course à pied et le vélo et nager un petit peu moins, voire pas du tout, plutôt que d'essayer de le répartir sur les 3 d'entraînement. Je voulais faire vraiment le truc à fond. En fait, quand je veux toujours essayer de faire un truc, j'essaie toujours de le faire à fond et me donner tous les moyens que je peux au maximum. Et j'avais l'impression que pour être dans les meilleurs triathlons, voilà, il m'aurait fallu plus d'heures, plus d'entraînement et que c'était juste pas possible à ce moment-là. Et je pense aussi que j'avais pas eu, maintenant c'est peut-être moi psychologiquement qui suis un peu freiné par ça, mais je pense que j'ai pas eu le bagage aussi que d'autres triathlètes ont eu beaucoup plus jeunes dans la natation. Et je pense quand même qu'il y a un gros gain d'avoir nagé beaucoup plus jeune et d'avoir un peu eu cette psychomotricité dans l'eau, de comment bien se déplacer dans l'eau étant plus jeune. Donc voilà, j'ai quand même continué un peu à nager, j'ai quand même continué quelques compétitions avec mon club en Belgique, de faire des T3 series en division 2, donc en gros la D2 en Belgique en gros, où là j'arrivais quand même à gagner des courses quoi, mais pas pour me dire d'être en D1 ou d'essayer de viser les WTCS quoi. Ok. Et bon, t'as l'air de dire que t'es pas un hyper bon nageur, mais enfin, c'est juste pour qu'on ait un peu un ordre de grandeur. C'est quoi tes temps, je sais pas, sur le 100 mètres, le 400 mètres Ouais, je me souviens, moi, ce que je me souviens, c'est parce qu'il y avait des tests un peu de sélection pour les triathlètes jeunes. Mon record sur 400 mètres, c'était 5 minutes 20. Donc, ok. c'était, maintenant, je pense pas que je peux nager beaucoup plus vite. Là, j'avais refait une fois un test, là, il y a 2 ans, j'avais refait, en nageant plus, j'avais fait 6 minutes aux 400 mètres. Donc vraiment, c'est catastrophique, quoi. Mais je pense que sous les 5 minutes, je pense pas possible pour moi, en tout cas, avec les autres, même parce que j'avais quand même fait des fois des semaines, où j'allais des fois en stage avec la Fédé belge de triathlon, où j'allais nager avec les triathlètes. Donc je faisais des fois quand même des grosses semaines de natation. Pour moi, grosse semaine, c'est 20-25 km semaine. C'était vraiment énorme. Et malgré ça, je progressais pas tant que ça. Donc c'est vrai que c'est un sport très ingrat qui demande énormément d'investissement et aussi une technique très spécifique, parce que on en reparle toujours, mais c'est vrai que t'as beau faire 20-25 km par semaine, si tu les fais pas bien, ça n'avancera pas. C'est au contraire du vélo et de la course à pied à un certain niveau pour la course à pied, parce qu'il y a aussi le problème de blessure, mais plus t'en fais à vélo et plus t'en fais en course à pied, tu deviendras de toute façon un peu meilleur. Que la natation, si tu les fais avec ton bras qui est un peu trop à gauche, un peu à droite, trop à droite et qui prend pas assez bien l'eau, ça sert pas à grand chose. Donc moi j'étais un peu à la limite comme ça, tu vas même renforcer tes défauts et en fait tu vas tu vas limite creuser le gap entre guillemets. Et je pense que c'est même une erreur que j'ai peut-être faite, que voilà, moi j'ai toujours été dans le vouloir faire plus. Et je me suis dit pour progresser en natation, il faut que j'en fasse plus. Et peut-être que justement j'en ai fait trop entre guillemets avec une mauvaise technique. J'aurais peut-être dû me dire ok, je nage beaucoup moins, mais chaque séance que je fais, je la fais technique et j'avance dans l'eau et j'essaye de vraiment travailler techniquement, plus éducatif, etc. Donc c'est peut-être à refaire. Je pense que c'est une manière plutôt de mieux me travailler et pas juste regarder ok, aujourd'hui j'ai fait combien de kilomètres, un an 3,8, ok, il faut que je fasse encore 200 mètres. Ce qu'on pourrait faire en roulant à vélo, j'ai 98 km, je vais faire 2 bornes en plus, ou un peu dans cette optique-là de... Et sur un déo, par exemple, tu sors en combien de temps de l'eau ? Ça représente quoi ? Alors en vrai, en déo, j'en ai pas fait tant que ça. Sur un semi, j'ai aucune idée. À mon avis, je dois nager, je vais dire une 30 par 100 mètres. Okay. Donc c'est plus ou moins ce que je valais, parce que maintenant, je pense que ce serait déjà un peu plus compliqué, mais c'était au niveau de ça, quoi. Ok. Donc effectivement, tu rattrapais un petit peu à vélo, et puis c'est surtout à pied où t'étais surtout quand c'était pas drafting. Nous, on avait souvent des courses des fois en Belgique où
on pouvait ne pas se mettre dans les roues, enfin un peu comme sur 70.3 quoi, en finale, des distances olympiques comme ça où on n'était pas obligé on roulait pas en groupe, donc du coup j'avais quand même l'avantage de hors vélo, j'essayais de revenir quand même, parce que c'est vrai que et c'était mon problème moi, c'est que dès que je perdais un peu le groupe de devant quand c'était une course de rafting, pour essayer de revenir sur un groupe de 15-20 gars qui roulent tout seul, c'était toujours j'étais bon à vélo mais j'étais pas encore Blumenfeld quoi, donc voilà, c'était plus compliqué. Ok, et parce que tu as fait aussi un peu tu disais des aquathlons, c'est quoi des aquathlons? Des aquathlons, c'est de la course à pied, de la natation et de la course à pied. Donc on fait souvent ça chez les jeunes, donc c'est des distances souvent assez courtes, style que je dise pas de bêtises, style je me trompe sûrement, mais c'est style 1,5 km de natation et puis après 5 ou 10 km à pied, quoi. Il faut voir le ratio, je sais plus trop le ratio que c'était. Souvent, c'était même les plus petites distances quand on était vraiment jeune, hein. Donc, c'était style plutôt 800 mètres ou 400 mètres de natation, et puis 2,5 km à pied, pour avoir un exemple, mais... Ouais. Donc voilà, enfin c'est effectivement une des variantes. Donc on parle du duathlon où là c'est plutôt course à pied, vélo, course à pied. Aquathlon c'est natation et puis course à pied. À ne pas confondre avec le swimrun où on va alterner natation, course à pied. Bon, il n'y a pas de format vraiment standard dans le swimrun, mais c'est pour des distances en général un peu plus longues évidemment. Ouais. Hermano pourra nous en reparler plus en détail. Et puis pour l'autre différence entre l'aquathlon et le swimrun, souvent l'aquathlon ça reste en piscine, voire même piscine plus piste quand les deux infrastructures sont proches, alors que le swimrun c'est véritablement dans la nature, hein. En swimrun on nage pas dans une piscine. Ouais. Et swimrun souvent ça se fait souvent sur des petites îles ou quoi, ou dans des lacs. Donc ouais. Différent. C'est peut-être un peu plus l'équivalent du trail versus la course à pied sur piste en athlétisme. Ok, et pourquoi t'as fait de l'aquathlon du coup? Si c'était pas forcément ton avantage du coup? Non, c'était un peu dans le procès. Enfin, je pense qu'en Belgique c'est quand même très 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 courant d'avoir ce style de course. Et donc dans le club il y avait souvent ce style de course là qui arrivait, c'était un peu dans le challenge aussi un peu des jeunes quoi, donc voilà, j'en faisais parce que le club allait là le samedi, donc oui c'est ça, tu le faisais parce que ça se présentait mais c'était pas dans ta stratégie. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, le duathlon, ça bien, parce que tu l'as dit aussi en début d'épisode, je me définis avant tout comme un duathlète, même si je viens du triathlon, donc on va parler un peu de duathlon. Ouais. Donc c'est quoi? C'est après cette Coupe d'Europe où tu t'es dit, bon ok, la natation, c'est peut-être pas... c'est peut-être mieux que je la skip et que je fasse uniquement vélo course à pied? Je pense c'est un tout. Il y a bien sûr cette course-là où je me suis pris un peu une claque, mais ça ne m'empêchait pas non plus de continuer à nager et j'ai pas été pendant une semaine dans mon lit et me demander ce que je faisais là. Mais plus, voilà, c'est plus, je pense, c'est plus en fonction des courses que je faisais en duathlon et que je me rendais compte que, oh là, je suis champion de Belgique, ou là, je fais champion du monde en U23, ou là, je suis chez les meilleurs en niveau élite. Donc, c'est vraiment un peu, au fur et à mesure, c'est plus au duathlon que je me suis rendu compte que je faisais des bonnes places et donc je vais faire du duathlon. Plutôt que, je fais du triathlon, j'ai des moins bonnes places, je vais pas faire de triathlon. C'est plus dans cette optique voilà, c'est toujours mieux d'essayer de gagner, de partir sur une course, essayer de gagner, que de partir une course en se disant, est-ce que je vais être capable de rattraper le groupe qui est parti devant moi, qui s'est échappé en natation, quoi. Donc, c'était plus pour ça que j'avais envie de... ça n'a rien à faire. Niveau motivation, je me motivais plus à aller rouler 4 heures dans la pluie en me disant, je vais essayer d'être champion du monde de duathlon que d'aller nager à 6 heures du matin et de me dire pas terminer dans les derniers, quoi. C'est exactement ça. Donc c'était plus pour ça, c'est clair que ça change au niveau de la motivation et en même temps, j'imagine que bon, autant le triathlon c'est déjà un peu niche, peut-être un sport sous-développé par rapport je sais pas, au foot ou au basket. Le duathlon, ça l'est d'autant plus, quoi. Je veux dire, il y a une fédération de triathlon, il n'y a pas de fédération de duathlon. En général, le duathlon, c'est compris dans la fédération de triathlon, donc c'est un peu une sous-catégorie du triathlon. Donc j'imagine c'est d'autant plus difficile peut-être de pouvoir en vivre.
Oui, ça c'est clair que c'est. Moi j'ai la chance, je suis le seul ici en Belgique de pouvoir vivre de ça. Même s'il y a récemment aussi ma collègue qui vient aussi d'avoir un contrat de l'ADEPS duathlète. Donc on est maintenant 2 en Belgique qui pourront vivre de ça. Mais c'est clair que le duathlon a toujours été le petit frère du triathlon. Moi je veux dire que j'ai pas de problème avec ça. Je comprends le fait que le triathlon, il n'y a rien à faire, c'est 3 sports, c'est beaucoup plus complet que le duathlon. Voilà, ça reste quand même, ça restera, je pense, toujours le sport des moins bons nageurs, quoi, qui ont fait du triathlon, qui ont fait du duathlon parce qu'ils nageaient moins bien, ou alors c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes, je veux dire, qui se mettent vraiment sur le tard à l'âge de 30-35 ans et qui ont vraiment aucune envie de nager ou qui n'ont vraiment pas le plaisir de nager. On voit vraiment beaucoup de personnes plus âgées, je vais dire, ils se disent allez non, je vais pas aller m'enfermer dans la piscine alors qu'il fait beau dehors, je vais aller rouler à vélo et profiter du paysage et c'est vrai que pour ça le duathlon est toujours un peu plus toujours mieux pour ces personnes-là. Maintenant, voilà, c'est clair que ça restera toujours, je pense, le petit frère du triathlon. Et ce manque de reconnaissance, tu le vois à quel niveau, toi? Au niveau déjà du suivi de nos courses, quand tu vois, on voit un championnat du monde en triathlon et un championnat du monde en duathlon, il n'y a pas le même, je vais pas dire le même engouement, mais c'est vrai quand même que quand on va sur les championnats du monde à l'endroit de la course, il y a toujours quand même énormément de supporters et ça c'est vrai que sur place ça a toujours quand même une grosse ferveur parce que c'est le sport et c'est vrai que par exemple en Espagne ou même en France, ça c'est quand même un sport qui est quand même beaucoup plus reconnu que par exemple en Belgique ou dans d'autres pays. Mais c'est clair qu'au niveau suivi, je veux dire streaming ou au niveau télévisuel, couverture médiatique, c'est pas pareil, quoi. On sera jamais, il y aura jamais un truc de l'équipe sur la France qui suivra le championnat du monde de duathlon, ou sur une TV belge, c'est clair que c'est toujours plus complexe, quoi. Donc c'est plus à ce niveau-là que je le ressens, mais c'est pas pour ça que je ressens pas d'engouement de la part des gens en soi qui peut-être parce qu'ils sont aussi des gens qui sont un peu dans le milieu du triathlon parce que je pense moi je connais beaucoup du coup de triathlètes et j'ai beaucoup d'amis triathlètes qui jugeront aussi le fait qu'un duathlon est bien plus dur qu'un triathlon en soi niveau musculaire, niveau de l'effort, c'est très violent un duathlon quand on roule sur des gens qui sont déjà bien fatigués d'une première course à pied musculairement et puis qu'après qu'on en remet une couche, c'est vrai que beaucoup de triathlètes le disent que c'est vraiment un effort très intense, mais je le vis pas mal entre gros guillemets de la différence parce que je suis passé par le triathlon aussi et je comprends le fait que ce sport est plus mis en avant du fait par ça du fait qu'il soit beaucoup plus complet, de se dire ok j'ai vraiment fait les 3 sports d'endurance, on a fait vraiment la boucle des gros sports d'endurance, quoi. Donc je comprends tout à fait ça. Quand tu dis que c'est plus difficile le duathlon, il y a l'aspect, enfin moi c'est souvent ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait au plus c'est court, au plus c'est difficile. C'est-à-dire que dans le sens où en fait ce que je veux dire par là, c'est que au plus c'est court, au plus tu souffres. Parce que t'es dans des zones d'intensité telles que tu vas vraiment chier. Sur du long, encore une fois, je dis pas que ce sera facile pour autant, mais au moins t'es dans des zones d'intensité qui sont plus faibles et dans les 2 cas tu souffriras probablement, en tout cas si t'es en mode compétitif, mais tu souffriras pas forcément pour les mêmes raisons et voilà, et t'auras pas le cœur à bloc, etc. Et bon, c'est plus de la souffrance qui sera peut-être musculaire, articulaire, etc. Là où sur du court, t'as vraiment l'impression que ta tête va exploser, que t'as envie de vomir. Tu pousses vraiment ton corps à ses limites à ce niveau-là, physiologiquement. Et ça, tu le retrouves peut-être probablement plus dans le duathlon, dans le sens où le duathlon, de toute façon, c'est toujours du plus ou moins courte distance. On a les deux. Non, finalement, on a quand même plusieurs distances qui sont possibles maintenant. Ouais, mais la distance, pour moi, tu vas peut-être nous dire, mais pour moi, il y avait deux distances en duathlon, le court et le long, entre guillemets, mais même le long, ça reste court par rapport au triathlon longue distance. Donc, oui, les distances, je veux dire, de championnat du monde, championnat d'Europe, la plus courte distance, donc qu'on appelle sprint comme en triathlon, c'est donc 5 km à pied, 20 à vélo et 2,5 à pied.
Donc là, c'est vraiment court. Et là, comme tu peux le décrire, des maux de tête, des envies de vomissement, etc. à la fin. Et la distance plus longue, c'est 10 à pied, 40 à vélo et 5 à pied de nouveau. Donc là, c'est vraiment plus ou moins comme le distance olympique, je vais dire, en triathlon. Mais il existe, c'est vrai, des duathlons plus longue distance, qui sont un label qu'on appelle Powerman, un peu style Ironman. C'est pas standard. C'est pas distance standard, donc c'est où là pareil, c'est non-drafting comme en triathlon. Donc avec tu disais que le sprint, tu commençais par 5 km de course à pied, tu terminais par 2,5. C'est ça. Ok, par contre le long, moi ce que j'avais en tête, que tu commençais par une course à pied plus courte et que tu terminais par une plus longue, ça c'est le cas dans le long, mais pas sur c'est le cas dans le tout long. C'est ça dans le tout long, comme par exemple la grosse course, je vais dire un peu le Hawaï du duathlon, c'est Zofingen, donc en Suisse, où là je pense qu'ils courent 10 km. Puis ils ont, alors je dis peut-être des bêtises, mais c'est 140 ou 160 km à vélo avec des cols. Et puis ils finissent par 30 km de course à pied de trail, quoi. Donc là, à l'inverse, c'est la première course à pied plus courte. Mais sur les distances, format, je veux dire championnat du monde, championnat d'Europe, format entre guillemets olympique, c'est 10 à pied, 40 à vélo et puis 5 à pied pour finir. Donc toujours le double de la première course à pied en distance, de la deuxième course à pied, quoi. Ah oui, d'accord. Okay, donc c'est 10-5 pour la course à pied et 5-2,5 pour le sprint. Ok. C'est vrai que c'est assez particulier. Moi, je me souviens que j'étais sur la ligne de départ du triathlon de Deauville. La mer était déchaînée et donc du coup, ils ont dû annuler la natation. Ils ont dit on va remplacer la natation par une course à pied sur la plage. Donc génial, tu mets tes baskets, tu pars et tu commences à courir, mais donc forcément à balle, parce que c'est 3 km de course à pied avec une partie dans le sable. Donc en fait, t'arrives dans l'aire de transition pour monter sur ton vélo et t'es pas du tout dans les mêmes conditions que quand tu sors de l'eau. Quand tu sors de l'eau, bah voilà, en général t'es un peu plus régulé, même si tu pousses un petit peu, enfin t'es pas complètement essoufflé non plus. Là, t'arrives, t'as plus tes moyens, enfin vraiment, t'es déjà dans un état pas possible, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu montes sur le vélo, effectivement, c'est vrai que ça fait bizarre, surtout quand tu t'y attends pas et que t'as pas préparé tes transitions, quoi. C'est ça, oui, c'est en ça que je voulais dire que c'est un peu plus, dur dans le sens où musculaire, c'est vrai que, y a rien à faire, la natation est quand même un sport qui est porté tout comme le vélo, donc des sports qui ont moins d'impact, moins de choc. Oui, et sur lequel tu te déplaces principalement avec tes bras. Enfin, je veux dire, bras dont t'auras plus trop besoin par la suite. Donc à la limite, c'est pas très grave. Alors que ouais, non, c'est clair. Donc c'est pour ça vraiment que je pense que c'est musculairement vraiment très dur au niveau des jambes. C'est vrai que la casse musculaire est quand même assez présente, quoi. Donc voilà. C'est quoi les techniques du coup en duathlon pour gérer justement les différents efforts? Ça dépend de la distance, ça dépend de la distance. Bon, mais prenons une distance, longue distance où tu fais 10 km à pied et puis 5 sur la fin. Par exemple, c'est quoi les stratégies? Enfin, toi, tu fais comment? J'imagine tu cours pas. Est-ce que t'es exactement à la même allure tout le temps, ou est-ce que tu fais des blocs, ou est-ce qu'il y a une course à pied qui est plus rapide que l'autre? Comment ça se passe? Après, c'est clair que c'est aussi en fonction de la concurrence qu'on va avoir, en sachant oui, il y a toujours une dynamique de course où en fait, t'as beau avoir la stratégie que tu veux, il y a un moment, il faut que tu déroules et puis voilà, mais sinon, si je devais dire quand vraiment, t'as une stratégie, tu fais quoi? Moi, étant quand même, la course à pied reste quand même un de mes points forts, donc j'essaie toujours de quand même courir assez vite les premiers 10 km pour essayer de. Il y a pas de drafting à vélo? Il y a du drafting à vélo, donc ça se roule en peloton. Okay. Ouais, donc ça se roule en peloton. Donc t'as pas intérêt non plus à te défoncer sur la première course à pied, parce que de toute façon. Oui, c'est ça. Le but, en fait, souvent, on essaie de faire un premier pack, quoi. On essaie vraiment d'écrémer, comme on pourrait le dire en triathlon, en fait, vraiment d'essayer d'écrémer les autres, les bons rouleurs, en fait, au final, essayer de faire vraiment un premier gap pour essayer qu'ils ne reviennent jamais, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment mon objectif d'essayer de déjà avoir un bon petit gap la première course à pied. C'est ça, mais que tu sois premier ou septième avec le premier. Non. À moins de 10 secondes, c'est bon, ça. Quoi. Oui, vraiment, pendant la course, je regarde vraiment qui est derrière, est-ce que le trou est fait, est-ce que je suis dans le bon groupe. En fait, est-ce que je suis dans le groupe de tête?
Je suis dans le groupe de tête, ok, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que le groupe est gros? Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est pas loin? Parce que voilà, ça sert à rien non plus de faire l'effort si tu vois qu'au 8e kilomètre, le groupe derrière est à 5 secondes, quoi. Ça sert à rien de commencer à pousser. Donc, c'est aussi tout un peu tactique, quoi. Donc voilà. Alors après, ça, encore une fois, ça c'est quand toi, parce que voilà, t'as été champion du monde. Bon, voilà, c'est pas le cas de tout le monde, mais, le duathlète amateur, lui, son objectif, c'est d'accrocher un groupe, en tout cas. Surtout sur du drafting, surtout quand c'est des distances avec drafting, il faut pas se mettre dans le rouge. Faut pas se mettre dans le rouge. Pas toujours, mais du coup, t'as des groupes vraiment qui se forment sur la course à pied, parce que quand tu fais, à la limite 5 bornes, sur 5 bornes, mais sur 10 km, avoir un groupe sur 10 km qui soit constant, c'est quand même pas facile, mais t'as quand même des groupes. Ben justement, je trouve que c'est plus facile d'avoir un groupe sur 10 km parce que là, on va vraiment, en fait, on essaie vraiment de se mettre en groupe, quoi, que sur 5 km, en fait, tout le monde essaie un peu de suivre le premier, parce que c'est quand même très court, donc en fait, c'est vraiment une longue ligne. En fait, on voit ça souvent en Grand Prix, en duathlon, où là, le format est aussi souvent de sprint, donc très court. Et en fait, ça s'étire, et il n'y a pas de groupe, en fait, c'est juste une ligne et il y a juste une différence au niveau de celui qui va faire la transition au plus vite, qui va arriver, c'est d'accrocher un petit groupe à vélo ou pas l'accrocher, quoi. Que sur 10 bornes, c'est déjà un effort qui est déjà plus long et donc tout le monde essaie un peu de se retrouver entre, et puis aussi essayer de connaître un peu ses adversaires, savoir, ok, lui, je sais plus ou moins ce qu'il vaut, ou une autre personne, et c'est un peu, voilà, ensemble, pour peut-être de se mettre, de collaborer sur le vélo, parce que voilà, ça reste que la première étape, et c'est souvent aussi qu'il faut pas oublier, parce que on a beaucoup de gars, ils sont tout excités et ils partent comme s'ils allaient faire leur nouveau 10 km record personnel sur la première course à pied. C'est pas le meilleur moyen de bien finir son duathlon, quoi. Si tu pars dans cette optique-là, c'est toujours moi j'ai vraiment toujours en tête de partir la première course à pied. Dans ma tête, c'est un échauffement, quoi. Vraiment. Je me dis, Arnaud, c'est un échauffement. Parce que tout peut se passer à vélo. C'est un échauffement, mais il faut quand même que tu tiennes bien sûr. le groupe de tête. Donc, ça court à combien, le groupe de tête? C'est 30 minutes, souvent, le premier 10 km. Ça tourne vraiment autour de ça. Maintenant, voilà. Pour toi, faire un 10 km en 30 minutes, c'est un échauffement, quoi. C'est cool. Quand je suis vraiment en forme, j'essaie, en fait, au final, c'est ça. C'est que mes chronos à pied soient vraiment les plus bas possibles pour essayer d'être au final la première course à pied soit un pourcentage de mes chronos de référence le plus faible possible, quoi, d'essayer d'être vraiment, je veux dire, en courant 30 minutes, d'être le plus frais possible. Et c'est au final ce que, pour faire un peu une comparaison avec le triathlon, ce que Alistair Brownlee disait souvent quand il s'entraînait en natation. Moi, c'est simple, je veux nager le 1500 mètres à 1,10 au 100 en étant le plus frais possible en sortant de l'eau. Je veux pas nager une 5, je veux sortir en 1,10 en étant frais. Et dès que je sors de la natation, je peux directement pousser 400 watts pendant 2 minutes à bloc ou 500 watts à bloc pendant 2 minutes. Et c'est là que ça va faire la différence, en fait. Et c'est aussi en duathlon, souvent ce qui se passe aussi, c'est qu'au final, t'en as qui courent 30 minutes au 10 km, mais après la transition, ils sont rouge total et ils sortent de leur vélo, ils savent déjà pas où est leur vélo. Ils mettent leur casque, il y a une lanière qui est pas bien mise, ils sont complètement dans le rouge. Ils sortent de leur transition complètement noyés, quoi. Que vraiment, si au final tu l'as fait vraiment en étant en dedans et bien cool entre guillemets, on se comprend toujours. Voilà, tu fais bien ta transition, tu prends pas trop de temps. Directement que tu sors de ton vélo, tu peux directement essayer de mettre les watts qu'il faut pour essayer d'être dans le groupe ou t'échapper. Ou c'est vrai qu'on dit souvent même que la première course à pied, c'est ce que mon coach dit souvent, elle se termine 3 km après le début du vélo. Donc en fait, vraiment, tu te dis que c'est vraiment la transition très rapide, les 3 premiers kilomètres à vélo, ça doit vraiment pousser. Et après, voilà, après 3 km à vélo, on voit un peu où sont les groupes, est-ce que tu es dans le groupe, t'es pas dans le groupe, parce que vraiment, c'est ça un peu qui fait la différence. Donc, c'est vraiment se dire en fait que c'est comme en triathlon, c'est pas la natation, du vélo, de la course à pied, c'est un triathlon, quoi. C'est un tout. Quand tu vois maintenant aussi au niveau, les transitions que certains font, je veux dire, c'est un vrai sport, quoi. De mettre ses transitions le plus vite possible, ses chaussures de sport le plus vite possible, monter sur son vélo en ayant attaché son casque et sauter directement sur son vélo, c'est vraiment, tu peux gagner des 5 à 10 secondes, quoi. Donc, au plus haut niveau, c'est important. Et même au niveau amateur, entre quelqu'un qui va prendre, je veux dire, 1 minute pour faire sa transition et quelqu'un qui va prendre 30 secondes, 30 secondes, c'est énorme, quoi, sur une course, sur un sprint ou même en distance olympique. Donc, c'est clair que c'est un peu toutes ces choses-là, quoi. Enfin, en tout cas, sur le court. Après, c'est vrai que sur le long, bon,
pour les triathlètes amateurs qui nous écouteraient et qui voudraient se lancer sur du long, si vous êtes pas forcément en quête de chrono, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent leur temps, qui passent aux toilettes, qui mettent une paire de chaussettes. Enfin voilà, bon, c'est le genre de choses. Quand t'es triathlète amateur, effectivement, c'est vrai que c'est un peu moins important. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, sur du sprint ou voire même distance olympique, souvent t'essaies quand même de bien optimiser tes transitions, quoi. Ouais. Même en tant qu'amateur, parce que voilà, t'as pas envie de perdre 5 minutes non plus. Ouais, c'est clair. Ok, donc tu pousses quoi pendant 3 minutes, c'est ça que tu disais, ou non, 3 premiers kilomètres? Ouais, ben voilà, c'est à vélo. c'est entre guillemets, mais voilà, c'est vrai que c'est là où peut partir. Je prends l'exemple ici, au championnat d'Europe, où je pense qu'on est donc première course à pied, c'était en distance sprint, c'était 5 km à pied. Et puis on est un groupe de, je pense, 6-7 athlètes où ça courait vraiment pas mal. On court, pour dire une idée, 14-20 au 5 km, 14-15. Donc c'était vraiment donc 6 gars qui courent à ce niveau-là. Et puis après transition Tu dis 14 minutes 20 au 5e kilomètre, c'est ça? Oui, et c'était 5 km, hein, donc c'était en distance sprint ici. Donc on court la première course à pied, les 5 km en 14-20, 14-15. Et et puis là, en fait, il y a 2 Français qui font une transition, pour pas les citer, Maxime Mosboger, qui est champion d'Europe, et Nathan Gerber, donc vraiment 2 grosses pointures du duathlon français. Ils mettent leur transition, ils mettent directement 2-3 secondes, et alors pendant 2 minutes, ils appuient, mais vraiment, et vraiment comme s'ils avaient fait le premier échauffement, quoi. Ils commençaient leur course, quoi. Et pareil, je dois moi faire l'effort, et au final, on se retrouve directement à 3. Et les 3 autres sont 25 secondes derrière, quoi. Sur une transition et 2 km de vélo, quoi. Ok. Donc t'essaies de casser le rythme systématiquement. Oui, et c'est ça, en fait, pour ça que je dis souvent que la première course à pied, c'est un échauffement, parce que souvent, en fait, il y a des moments clés en duathlon. C'est le départ pour bien se positionner. C'est le kilomètre avant la transition, de voir où tu es, si tu étais devant ou voir où est le groupe. C'est la transition, c'est le premier kilomètre à vélo. Et puis après, c'est la transition et puis c'est la fin. Mais c'est vraiment toujours avoir des moments clés, parce qu'on peut pas être focus pendant toute une course sur tous les petits détails. Mais voilà, il y a des moments clés que moi je me dis, voilà, là je dois être à ce moment-là, me trouver là, faire ça bien. Okay. Donc, et à ton niveau, les échappées, elles se font où? Est-ce que tu as déjà des échappées? Ton petit groupe de tête, vous êtes 3, il y en a déjà un qui essaye de casser le groupe à vélo, ou bien c'est vraiment sur la course à pied que ça se joue? En fait, il s'est passé là, du coup, donc en fait, les 2 Français s'échappent et moi, j'arrive à vraiment reboucher le trou. Puis après, quand ils voient que je suis de nouveau là, ils arrêtent leur effort, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est partir en 2 Français, et si je pense, je compte pas le trou, ils partent tous les 2, on les voit plus jamais, quoi. On les voit plus jamais, parce qu'ils s'entendent bien, ils sont vraiment copains, ils sont du même club de France. Ça, c'est des choses aussi que je sais, mais voilà, je sais que ils m'attendaient pas, quoi. Donc après, quand je reviens, du coup, ils sont un peu perturbés, ça roule plus trop, et finalement, le groupe revient derrière. Mais c'est une situation qui, voilà, au final, sur 15 secondes d'effort que j'ai dû vraiment rouler comme pas possible pour essayer de revenir dessus, peut totalement changer toute l'issue d'une course, quoi. C'est ça qui est important dans les points clés que je veux dire, c'est qu'au final, chaque petit moment sur une course de 1h30 peut décider, ou 1h45 peut décider de toute la course, quoi. Donc au final, oui, non, les échappées arrivent souvent donc après la transition. Donc c'est souvent là où il faut savoir, pour revenir un peu en arrière, d'un gars qui était vraiment très bon là-dedans, c'était Johan Lebert, aussi un Français, qui avait cette capacité. En fait, il faisait une transition, il sautait sur son vélo, et en fait, il prenait directement 50, 100, 150 mètres sur tout le monde. Et il arrivait des fois à faire le truc en solo, parce qu'il était hyper fort en vélo, quoi. Donc ça arrive souvent à ce niveau-là, les échappées. Alors, est-ce que tu en as en fin de vélo aussi? Alors souvent ça arrive juste avant la transition, je veux dire sur distance sprint, je veux dire les 2, hein, souvent 5 km avant la transition. Donc là, il faut toujours être un peu attentif, parce que voilà, quand on voit, surtout quand c'est une distance standard où c'est 40 km, où au final ça commence à être un peu long pour tout le monde, on est un peu dans le peloton, et voilà, tout le monde a un peu fait ses efforts et un peu fatigué.
ben voilà, pouvoir sortir et se prendre 20 secondes d'avance juste avant la transition, c'est 20 secondes que tu peux gagner sur la course à pied. Donc surtout ceux qui savent qu'ils sont un peu moins forts en course à pied, ils essayent. Et aussi ce qui arrive souvent, c'est quand le groupe de derrière revient en fait. Donc on a le premier groupe en course à pied qui s'est formé, ça s'entend pas très bien en vélo, donc ça roule pas trop, et au final il y a un groupe derrière qui revient avec des très bons cyclistes, et là du coup les cyclistes eux essayent de partir, donc c'est à ce moment-là aussi qu'il peut y avoir des échappées. Donc soit ça intervient donc soit tout au début, soit juste avant la transition, soit vraiment quand le groupe revient derrière, quoi. C'est un peu aussi encore une fois des moments clés, voilà, où il faut être attentif. Aussi des endroits et des moments de chute, parce qu'ici au championnat d'Europe, c'est ce qui est arrivé, c'est que le groupe derrière revient, donc eux aussi une vitesse différente des nôtres, ils sont aussi dans un optique de ok, maintenant nous on veut essayer de bombarder tout le truc, et on sent une certaine forme de nervosité qui arrive dans le peloton, parce que du coup on passe d'un groupe aussi de 5 à 10 à 30, 40. Donc ça c'est des choses qui arrivent souvent sur ce Grand Prix en duathlon. Et du coup oui, être attentif, de pas chuter, de rester devant, ça frotte à gauche à droite. Donc c'est aussi encore une fois des moments clés où il faut essayer de rester calme, essayer d'être à l'affût de tout ce qui peut se passer, quoi. Ça c'est un truc qu'on retrouve pas du tout dans le triathlon longue distance. Quand tu dis ça frotte, y a peut-être des gens qui savent pas du coup de quoi on parle, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en cyclisme de base. Et bon, par extension, en duathlon ou triathlon, quand le drafting est autorisé, c'est-à-dire quand on roule en peloton, forcément un peloton, en fait, tout le monde roule pas forcément droit. Il y a des rétrécissements, il y a des virages, donc en fait, on n'est pas tout le temps exactement sur la même trajectoire, et donc forcément, parfois, on arrive un peu proche du gars de devant, à côté, derrière, etc. Et parfois, c'est arrivé d'ailleurs que ça se pousse aussi, parce que quand il y a un gars qui arrive vraiment contre toi, tu le repousses avec ton bras, mais donc c'est quand même dangereux. Donc voilà. Enfin, moi j'ai déjà eu ça sur des courses vraiment juste cyclistes, où t'as un mec à côté de toi qui littéralement te pousse, mais c'est super dangereux, quoi, parce que parce que le mec il veut se faire sa place, et donc du coup se faire sa place dans le frotton. Et quand on dit ça frotte, c'est ça en fait, c'est quand tu sens que t'es vraiment côte à côte avec le mec d'à côté de toi, et que ça frotte, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ça peut faire un peu peur. En fait, les frottements que t'as pas. Les frottements que t'as pas en natation, dans triathlon, en duathlon, tu les retrouves sur le vélo. Parce qu'en gros, sur le vélo, en triathlon, à moins d'être sur un CD vraiment très disputé comme sur les JO, ça frotte pas trop, mais ça frotte en natation. Par contre, là, en duathlon, c'est sur le vélo que ça frotte à mort. Ouais, c'est clair. Ouais, oui, c'est clair que tout le monde veut faire sa place, quoi. C'est vrai que tout le monde veut être un peu à l'avant, et tout le monde veut éviter les chutes à l'entame d'un virage un peu dangereux, etc. Tout le monde veut aussi être devant, donc ou avant aussi une transition, comme je disais, c'est aussi un moment important. Si tout le monde veut se trouver à l'avant, essayer d'attaquer, etc., ça frotte. Et puis surtout au moment où tout le monde veut essayer aussi un peu un moment d'enlever ses chaussures avant la transition, là aussi c'est des moments où tout le monde est un peu déboussolé, il essaie d'enlever ses trucs, et quelqu'un qui est devant toi c'est ce que j'ai eu moi ici à la dernière transition au championnat d'Europe. L'anglais, juste avant l'entame du virage, me essaie d'enlever sa chaussure, et il rentre presque tout droit dans le mur, quoi. Et moi, je suis juste derrière, et je rentre presque tout droit avec lui, mais pareil, j'arrive avec mon gros braquet, je suis mes pieds hors dehors de mes chaussures de vélo, pour relancer avec un gros braquet. Enfin, c'est tout des petites choses, d'être tout le temps focus, en fait, un peu à l'inverse d'un triathlon non-drafting, où voilà, t'es plus sur ton effort toi-même, où tu dois essayer d'être toi contre toi-même au final. Ici, c'est vraiment un peu savoir réagir en fonction des autres, quoi. Et c'est ça qui est très excitant dans ce sport-là. Et comme un peu en triathlon drafting, c'est de répondre aux autres, répondre aux attaques, de frotter encore une fois, de prendre les virages de la bonne manière, éviter les chutes. Donc c'est tout ça en fait qui est très excitant au final aussi, hein, qui rend nerveux aussi la course, donc c'est un peu l'adrénaline, quoi, de la course. Oui, parce que c'est vrai que en fait le simple fait d'arriver près de la zone de transition sur le vélo, en général, t'essayes de... Bon, après, chacun a sa technique, hein, dans les amateurs, c'est peut-être un peu différent, mais dès que tu veux essayer, t'es dans une optique de performance, tu veux essayer de gagner un petit peu de temps, effectivement, tu laisses tes chaussures sur les cales, t'enlèves tes pieds de tes chaussures,
Et en fait, tu mets tes pieds au-dessus de tes chaussures sur les derniers centaines de mètres, parce que ça te permet de sauter du vélo dans la zone de transition et de gagner un peu de temps. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose qui est parfois un petit peu acrobatique quand on est seul, mais c'est clair que si tu fais ça en peloton, à 40 à l'heure, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais. Donc parce qu'au final, on essaie aussi de freiner les 3 derniers mètres avant la ligne. Donc ça arrive souvent aussi, et beaucoup arrivent des fois trop vite et se plantent total parce que ok, la ligne est là, je dois sauter, mais tes jambes elles courent pas encore à 40 km/h. Donc c'est tout un, je veux dire, c'est un art entre gros guillemets. Ça se travaille. Ça se travaille à l'entraînement. Voilà, quand on dit qu'il faut travailler les transitions, c'est pas une blague. Ah oui, non, et y a rien à faire. Et tu parles de la ligne là. Ouais. Tu parles de la ligne, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, notamment de la réglementation là-dessus. Tu peux nous rappeler, que ce soit en triathlon ou en duathlon, je pense que la règle est la même, quel est l'impératif relativement à cette ligne, et qu'est-ce que tu encours si tu la dépasses? Donc niveau de la première transition, d'abord quand on monte sur le vélo, que ce soit en triathlon ou en duathlon au final, en triathlon ou en duathlon, donc on arrive devant sa transition, on met son casque, et puis on sort avec son vélo dans la main. On peut monter sur son vélo qu'à partir avoir franchi la première ligne. Donc ça, c'est pour la première transition. Dans la deuxième transition, on va avoir une ligne qu'on doit devoir déposer notre pied sur le sol avant d'avoir passé cette ligne-là. Ce qu'on encourt, et aussi ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on ne peut pas enlever le casque avant même d'avoir posé le vélo. Souvent, quand des gens arrivent dans la transition, ils enlèvent déjà leur casque. Ça c'est considéré comme une pénalité et une faute. Donc ce qu'on encourt justement, c'est des pénalités. Donc ça dépend un peu des distances. Encore une fois, je pense que sur une distance sprint, pour nous c'est 10 secondes où on doit vraiment s'arrêter. Donc en fait il y a vraiment une zone de transition qu'on appelle ça, où devant la zone de transition il y a les numéros de dossard. En fait, si par exemple moi j'ai le numéro 3 et qu'il est noté numéro 3 sur la zone de transition, je suis obligé de m'arrêter. Et tu t'arrêtes 10 secondes sur un sprint, je pense, et 15 secondes sur une distance standard. Et voilà, tu arrêtes juste tu t'arrêtes devant la tente et tu te stoppes pendant 10 secondes, tu reprends un peu ton souffle et tu repars, quoi. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut toujours faire gaffe aussi. C'est des choses que moi, quand je fais le championnat du monde, championnat d'Europe, il y a toujours aussi des gens de la fédération qui sont là pour nous prévenir, parce que c'est vrai que quand tu fais une course si rapide, si intense, la zone de transition, moi, je suis même plus où aller, quoi. Tellement t'es focus dans ta course, tu cours. Donc c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire Arnaud, pénalité, n'oublie pas. Enfin, qui te le crie, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, parce que si on ne l'apprend pas, on est disqualifié, quoi. Donc c'est ça rappelle récemment, c'était quoi, c'était Vincent Louis, je crois, qui est débarqué à fond de balle dans une aire de transition. Il pensait qu'il y avait encore un tour. Il a terminé dans les barrières parce que il arrivait à 40 à l'heure dans la zone de transition alors que le parcours était fermé, quoi. D'ailleurs très très beau freinage, parce que ceux qui veulent... Non, mais il a une très belle technique de freinage, il se met vraiment bien à l'arrière de son et il se prend quand même la barrière, mais pour ceux qui veulent vraiment apprendre à bien freiner, c'est vraiment une belle manière de freiner en cas de vraiment besoin de gros freinage, parce que on vraiment que niveau technique, il est quand même aussi bien costaud sur son vélo, quoi. Donc mais oui, c'est des choses qui arrivent et c'est fou. Mais encore une fois, ça prouve qu'il est dans sa course, quoi. Vraiment, il a oublié le nombre de tours parce que voilà, il veut essayer de pousser. Ça arrive. Ça peut paraître, en fait, je crois que la plupart des triathlètes sont plutôt sur du long ou même de la distance olympique, mais en général, la plupart des parcours, tu fais très peu de boucles. En tout cas pour les triathlètes amateurs. Le concept de boucle, on le retrouve très fort dans les super sprints, les sprints et certaines distances olympiques. Mais qui sont peut-être un peu plus officielles, quoi. C'est plus des courses, je sais pas, de la WTCS, des courses ITU, etc. Où justement on va retrouver ce concept de boucle, mais en fait, tu fais 40 km, sauf que tes 40 km, ça va être une boucle de 5 km ou de 2 km et demi, et tu vas devoir en faire 8, 16, enfin voilà, et donc en fonction de ça, moi ça m'est déjà arrivé sur un circuit de Coupe du Monde ITU, je devais faire je crois 8 boucles de 5 km. Mais bon, tes 8 boucles, il y a un moment quand t'es à 6-7 tu sais plus trop où t'en es, quoi.
tu peux regarder éventuellement sur ton compteur si t'as le compteur, mais bon, tu sais que ton compteur, il sera jamais tout à fait exact et que, en fait, tu vas douter. Et t'es tellement dans ta course, il y a un moment, enfin, moi, parfois, je suis dans l'effort, quand je suis vraiment dans l'effort, je sais plus réfléchir, hein, j'arrive plus à me dire, attends, j'en suis où? Mais pareil dans mes intervalles. Dans mes intervalles, quand je suis, mes intervalles à pied et que je pousse fort, et que je dois commencer à réfléchir de attends mais du coup j'en suis où et du coup mon allure et mon truc et mon machin et en fait il y a un moment juste je sais pas c'est l'oxygène qui arrive plus au cerveau ou quoi mais t'arrives plus à réfléchir quoi et tu sais plus combien t'en es et moi le petit tips d'ailleurs ce que j'avais fait à l'époque c'est que on avait mis moi j'avais mis des papiers des bouts de scotch sur le guidon sur le sein et à chaque fois que je passais un tour boum j'en enlevais un. Et donc comme ça, je savais combien il en restait quoi. Et au moment où il y en avait plus, je savais que là c'est bon, il fallait pas que je reparte sur un nouveau tour, fallait que je m'arrête quoi. Surtout dans des courses comme ça où forcément ça se rattrape et au final tu sais t'as pas le premier, tu sais pas où est le premier, tu vois. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. Ouais, surtout quand on est dans notre course encore une fois, hein, on est dans notre bulle quoi. Il y a un moment où je prends l'exemple même souvent de personnes qui viennent encourager et ils me disent t'as entendu mes encouragements Non, jamais. Ça, tu peux être sûr. Non, mais il y a des personnes, bien sûr, des fois, même l'exemple de ma copine, déjà je connais sa voix, etc. Mais il y a vraiment des personnes, allez Arnaud, etc. Je ne saurais pas dire où ils étaient. C'est vraiment, quand tu es dans ta bulle. Mais même parfois des gens que tu connais très bien, et les gens te disent, mais enfin, j'ai gueulé à côté de toi, j'étais à 2 mètres de toi, je gueulais ton nom, j'ai pas entendu quoi. C'était effectivement, il y a plus qu'un seul truc qui compte et tout le reste, tu fais abstraction, mais total quoi. Exactement, vraiment, c'est clair. C'est clair. Ok, bon, mais donc du coup, pour terminer tes stratégies en duathlon, stratégie de course, ok, t'as potentiellement une échappée sur les derniers kilomètres à vélo. Une fois que tu passes dans ton aire de transition, enfin, t'arrives à la deuxième transition, en T2. Bon, là, il y a plus de stratégie, là. Là, tu donnes tout ce que t'as comme un bourrin et t'espères, t'espères que ça va passer, quoi. Oui, tout ce qui reste, même si, l'air de rien, 2,5, c'est long si on le gère pas bien. Si tu pars tes 400 premiers mètres à bloc, tu finis pas bien. Et encore une fois, maintenant, en plus, je prends l'exemple de ces distances courtes parce que maintenant, on passe en duathlon. C'était la première année, cette année-ci, on avait un mixte relais. Donc, en fait, un peu comme en triathlon au final. Sauf qu'ici, on n'est que 2. Donc, on fait chacun 2 mini-duathlons. Quand je dis mini-duathlon, on fait 1 km à pied, on fait 4-5 à vélo et on finit par 800 mètres à pied. Donc, c'est vraiment très, très court, quoi. Et même encore une fois, des 800 mètres, si tu gères pas ton effort, tu peux pas partir comme si tu faisais un 200 mètres, quoi. Parce que l'important, c'est de savoir bien finir. Et du coup, sur un 2,5, l'important, c'est aussi, au final, d'en garder pour la fin. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On est souvent encore 2-3. Et c'est celui qui arrivera à bien donner le dernier kilomètre, dernier 500 mètres et pas être parti comme une balle. Donc, ouais, et potentiellement regarder pour ton sprint final aussi parce que j'imagine que souvent c'est le genre de truc qui va se jouer au sprint, quoi. Ouais, maintenant voilà, il y a rien à faire. 2,5 au final, tu dois donner ce qui reste, hein. Je veux dire, tu donnes ce qui reste, mais comme tu dis, c'est difficile. Et je pense que on dit aussi souvent que le 1500 mètres, c'est une distance qui est difficile dans l'athlétisme parce que alors oui, c'est court, mais en même temps, je crois que c'est le plus long que tu puisses faire sur piste, quoi. Tu vois, donc je veux dire, c'est long, mais c'est court et en même temps, tu dois vraiment gérer ton truc, quoi. Ouais. Je veux dire, tu pars sur un 400 mètres. Bon, a priori, tu sais que t'essaieras d'aller peut-être un tout petit peu plus vite, gagner 1 seconde sur le dernier 100 mètres, mais je veux dire, ton allure, tu la connais, tu vois, sur 400 ou même sur 100 mètres ou sur 200. Enfin voilà, tu sais que c'est rapide, tu sais combien tu dois aller. Voilà. Sur 1500, t'as quand même de la gestion, et pour peu que tu sois 1 seconde trop rapide dans les premières centaines de mètres, en fait. Ça va te cramer, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, pour ça a changé depuis récemment avec Eliud Kipchoge qui a battu de nouveau le record de marathon. Mais avant ça, chaque record du monde, depuis le 1500 mètres, je pense, jusqu'au marathon, a été couru en negative split. Donc, toujours partir plus lentement ta première moitié que ta deuxième moitié. Qui prouve encore une fois que voilà, c'est toujours mieux de bien gérer son allure et savoir toujours en donner à la fin, quoi. Donc c'est vrai que même moi j'en fais encore des fois les frais de vouloir partir trop vite, mais
Mais mon meilleur temps que j'ai jamais fait sur 10 km, je l'ai fait, où les 5 premiers kilomètres, je les cours de la même manière que les derniers kilomètres. Et pourtant, enfin, les 5 premiers, le même temps que les 5 derniers. Et pourtant, les 5 derniers paraissent que tu vas beaucoup plus vite, mais c'est juste qu'avec l'effort et le temps qui passe, ben, 1 kilomètre en 3,0 va passer de plus en plus dur au fur et à mesure des kilomètres, quoi. Donc c'est clair que si je pouvais donner un conseil à tous les auditeurs, c'est de gérer son allure et de toujours en garder pour la fin, quoi. Toujours savoir réaccélérer à la fin. Un magnifique exemple de ça, c'est justement Jakob Ingebrigtsen, un tout bon Norvégien sur 1500 mètres, qui est réglé comme une horloge. Je sais pas si on regarde un peu des fois, si vous regardez un peu des fois ses courses, mais chaque 400 mètres qu'il fait, il va être toujours à l'allure qu'il veut, moyenne pour sa course, quoi. Et même si ça part, d'ailleurs, quand ça part sur 1500 mètres, il est toujours dernier du groupe, quoi. Et parce que ça part comme des balles sur 200 mètres pour se placer, etc. Sauf que lui, boum, il se met derrière. Il joue pas trop le frottement et au fur et à mesure de la course, il garde son allure, mais les autres ralentissent. Et il garde son allure, il garde son allure. Et puis à la fin, il sait remettre. Parce qu'au final, il faut prendre ça aussi comme vraiment des balles dans un fusil, quoi. Si au début tu tires toutes tes balles et que t'as plus rien, ben tu seras pas tué grand monde, quoi. Tandis que si tu gardes un peu dans ton étui ton fusil au début et puis qu'après tout le monde a déjà tiré sur ses balles, ben les 200 derniers mètres, tu pourras faire un strike, quoi. Donc c'est vraiment l'analogie, c'est con, hein, mais j'aime bien cette image. Ouais, bah c'est des fois j'aime bien cette image. Souvent on prend l'image, c'est de la voiture de course que tu charges avec l'essence et puis tu pars comme un taré, puis au bout d'un moment t'as plus d'essence. Donc de toute façon tu peux rouler à 300 sur l'autoroute pendant 20 km. Si après tu peux plus rouler à 50 en ville, ça te sert à rien, quoi. Ouais. Mais l'image des balles dans le fusil est pas mal aussi. Non, c'est vrai que c'est des images que des fois on utilise avant les courses, de vraiment garde tes balles. Mais je sais plus c'est qui disait ça. Je pense que c'est un cycliste qui a toujours dit, je pense que t'as 3 balles dans un fusil. Et quand il voulait dire une balle dans un fusil, c'est genre une attaque, genre dans un col ou quoi. Attaque vraiment en mode il veut lâcher tout le monde, quoi. Il dit t'as 3 balles dans le fusil et t'en as pas une de plus, quoi. Et fais en sorte que chaque balle elle soit importante, quoi. Donc pas dire bêtement j'en lance une et puis après tu regardes vite 10 secondes après ils sont encore là. Non, une balle c'est tu bourrines pendant 30 secondes, 1 minute. Et si tu vois que t'as un petit truc, tu continues, quoi. C'est pas juste des pétards mouillés, comme on peut dire ici nous en Belgique, juste des petites attaques vite fait qui servent pas à grand chose, parce qu'au final ça comptera quand même comme une balle, quoi. Donc voilà un peu pour tout ce qui est un peu de la gestion de course. Et pourtant, toi, tu disais ton meilleur. C'est quoi ton record sur 10 km? C'est 28-22 à Valence. Sur 20. Ok, donc sur 28-22, du coup. Toi, tu disais, t'as été hyper constant de A à Z, quoi. T'as pas fait de negative split. En fait, oui. En fait, j'ai passé les 5 premiers kilomètres. Le problème, entre guillemets, qu'il y a eu, c'est que il y avait normalement une arche au 5e kilomètre avec le temps qui découlait, sauf qu'il y avait l'arche, mais il n'y avait pas le temps. Donc, j'étais un peu perturbé parce que c'est vrai que quand tu vas tout souvent pour faire un chrono, t'aimes bien savoir au 5e kilomètre, officiellement, bien sûr, t'as ta montre. Mais souvent, entre les GPS de ta montre et la distance réelle, il y a, comme tu l'as dit, un peu des différences. Donc vraiment voir combien est-ce que je passais nickel vraiment aux 5 km. Il n'y avait pas vraiment il marchait pas le chrono en fait. Donc je pense que je passe plus ou moins 14-10, 14-05. Et du coup, je refais encore 14-10 plus ou moins pour faire 28-20. Mais au final, je passe mes 5 km. J'ai vraiment l'impression d'être facile, bien, je vais dire. Mais au final, je ne fais que le même temps, le deuxième des 5 km, en étant facile les 5 premiers kilomètres. Donc, ça prouve quand même qu'au fur et à mesure de la course, ton effort ressenti est de plus en plus fort, quoi. Donc, c'est vrai que... Et si t'avais fait, et tu pourrais, parce que du coup, si tu fais, je sais pas, mettons, tu fais 15 minutes sur tes premiers 5 km, et puis 14 sur le deuxième, potentiellement, tu pourrais gagner 20 secondes. Oui, bien sûr. Après, voilà, nous, c'est plus sur des questions de déjà 15-20 secondes, je veux dire, sur notre chrono, c'est déjà une grosse différence. Oui, c'est énorme. Non, bien sûr, c'est énorme. Mais je veux dire, est-ce que pourquoi est-ce que toi, tu décides d'être constant tout le temps et de pas faire justement, un negative split, là où, justement, tu disais, la plupart des records du monde ont été faits sur base de negative split? Je pense qu'aussi, il n'y a rien à faire. Je me prends aussi des fois en jeu de partir en groupe. Le problème aussi qui se passe dans certaines courses, c'est à mon niveau maintenant, je cours souvent aussi avec les meilleurs européens et Kenyans entre guillemets. Sauf que nous, quand on part, souvent les meilleurs européens essaient de suivre les Kenyans.
Sauf ce qui arrive, c'est qu'au final, j'avais eu ça à Genève, en Suisse, où genre on est peut-être allé, je vais dire, il y avait peut-être 5 Kenyans et vraiment 10 gros potentiels bons gars européens. Et en fait, tout le monde essaie de suivre les Kenyans, sauf que au final, c'est beaucoup trop rapide pour notre allure, quoi. Et en fait, je passe le premier kilomètre, pour donner un exemple, on était en 2,38 au kilomètre, ce qui correspond à, je ne saurais pas dire à quelle allure sur finale aux 10 kilomètres, mais si on continue à cette allure-là, on faisait 27 et des, et j'étais le dernier du groupe. Mais derrière moi, il y avait 20 secondes déjà, quoi. Donc c'est le problème aussi, c'est que il faut aussi trouver un groupe qui est de notre niveau. Encore une fois, un peu comme la première course à pied de duathlon. Et c'est ce que j'ai eu un peu à Valence, où là je fais mon record, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu un groupe d'Européens qui a pas essayé de suivre les Kenyans, qui ont été vraiment à leur allure. Et en fait, au final, tu trouves un groupe de 10 gars qui courent au même niveau et qui se protègent l'un l'autre du vent, qui prend chacun les relais. Et c'est comme ça qu'on peut aussi faire un bon chrono, quoi. Donc il y a bien sûr le fait de vouloir bien pacer sa course et essayer de faire un negative split, mais aussi essayer de se protéger du vent, essayer d'être en groupe, et parce que ça aide aussi, quoi, de pas trop prendre le vent comme un vélo, parce que c'est clair qu'à 11-10 km/h, peut-être que le vent a peut-être une moins forte impact, mais quand on passe à 21-22 km/h, le vent, on commence vraiment à le sentir. Donc c'est vrai que ça a aussi un effet quand même important, l'effet de groupe, et ça joue quand même aussi sur la manière de gérer sa course, quoi. Donc voilà. Ok, top. Tu nous as parlé un petit peu de ton palmarès, mais rapidement. Tu peux revenir un petit peu dessus? Ouais. Moi, je me souviens que tu avais fait alors je sais plus si c'était l'année passée ou il y a 2 ans, mais je pense que c'est là où j'avais entendu parler de toi pour la première fois, c'est que tu avais fait 2e aux 20 km de Bruxelles. Oui, c'est ça. C'était l'année passée. Ouais, attends, non, ça a été il y a longtemps. J'ai été 2e quand Hassan Chadi a gagné. Mais j'ai été également 2e l'année passée derrière Amaury Paquet. Mais c'est ça, voilà. Ouais. Voilà, mais donc, parce que j'étais loin de toi, tu vois, mais moi je faisais 1,22, donc je pense que toi t'étais déjà parti, t'étais déjà de retour à la maison, mais du coup c'est vrai que c'est là que j'ai entendu parler de toi, et puis après j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais, et bon, comme tu faisais du tri et du duathlon, voilà. Mais tu peux revenir un petit peu sur ton palmarès, c'est quoi tes plus belles victoires? Oui, au niveau du duathlon, j'ai fait donc champion du monde et champion d'Europe en U23. J'ai fait également vice-champion du monde, vice-champion d'Europe en U23. 2 fois vice-champion d'Europe en U23. Une fois où on n'a pas eu du coup de course à cause du Covid. Et chez les élites, j'ai fait médaille de bronze, championnat du monde, championnat d'Europe l'année passée. Cette année-ci, je fais 3e au championnat d'Europe. Et pour la première année, donc cette année, il y avait les championnats du monde relais mix. Donc comme je l'expliquais là, avec une fille et un garçon. Et on est champion du monde avec Maureen Ricourt, donc pour la première fois de toute l'histoire du duathlon. Et on fait 2e au World Games. Donc les World Games, c'était vraiment une année spécifique. En fait, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Chaque 4 années, il y a les World Games. C'est un peu, entre guillemets, les Jeux Olympiques pour les sports qui n'y sont pas, quoi. Donc il y avait vraiment différents sports non olympiques. C'était vraiment, ça se passait cette année-ci à Birmingham, aux États-Unis. Et donc voilà, là on a fait 2e en mixte. Donc voilà, après ici en Belgique, oui, j'ai déjà fait des 20 km de Bruxelles. J'ai fait 2 fois 2e, une fois maintenant il y a peut-être 4 ans derrière Hassan Chadi, un Français. L'année passée juste derrière Amaury Paquet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme course? Voilà, le 28-22, c'est mon record sur 10 km à Valence. J'ai fait aussi à Passé, donc en France, les championnats de France de 10 000 mètres, où là j'avais fait 28-26. J'ai fait 13-48 sur 5 km route à Monaco. Voilà, en gros, c'est les trucs. Là j'ai mes médailles, okay. Donc je regarde un peu si j'ai d'autres trucs, mais en gros voilà, c'est vraiment
Avec l'équipe en France, on est champion de France de l'année passée. On est champion de France des clubs en duathlon. J'ai gagné plusieurs grands prix. Donc c'est vrai que les grands prix c'est quand même toujours un gros niveau en duathlon. Donc c'est vrai que c'est toujours gagner un grand prix, c'est toujours aussi une chouette victoire. Et donc voilà, je pense que j'ai été champion de Belgique duathlon en junior. Et depuis ça, j'ai plus participé à aucun championnat de Belgique. Donc voilà. Ok, et quel est tu nous as pas dit le club en France parce que on a pas mal d'auditeurs en France et donc s'ils ont envie d'aller tutoyer les meilleurs, ce sera aussi la dernière de mes questions, c'est-à-dire où est-ce qu'on te suit, mais déjà au niveau de ton club, il faut bien rendre à César ce qui lui appartient. Tu es sociétaire de quel club en France? Sociétaire de Gonfreville, le SMGO en France, le meilleur club évidemment, le meilleur club français en duathlon. Évidemment, en plus c'est un club normand, moi je suis normand, donc voilà. C'est le meilleur club du monde, Gonfreville-Larcher à côté du Havre. Exactement, j'ai été en plus il y a pas longtemps pour le souper du club pour aussi fêter Gérard Hervieux, que c'était sa dernière saison, donc c'est vraiment un pilier du club, et c'est son petit-fils qui reprend Romain Hervieux. Donc voilà, on est vraiment bien dans ce club-là, et je pense vraiment en plus qu'on est, le club le plus titré en duathlon, parce que c'est vraiment un club très ancien. Donc il y a un moment il y a eu des grosses années, c'est vraiment un club très très mythique dans le duathlon français, donc je suis vraiment très fier de faire partie de ce club, donc voilà. C'est un club de duathlon ou c'est un club de tri qui fait aussi... Ils font aussi triathlon, oui. C'est un club de tri. Ils font un triathlon, oui. Et dans les belles années, fin des années 90, ils étaient aussi très 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 forts en triathlon avant de se faire piquer la vedette par Poissy, Sartrouville et compagnie. Non, je savais pas qu'ils avaient vraiment un très bon niveau sur triathlon à cette époque-là. Je sais bien qu'il y a vraiment des gros duathlètes qui sont passés par là, tels que même Bart Ternhout maintenant, qui est aussi très fort en triathlon. Des Belges comme Rob Oosternbok, je sais pas si vous connaissez, mais c'était un très très grand duathlète belge aussi à l'époque. Mais voilà, vraiment des grosses pointures qui sont passées par là. Et oui, ils sont club de triathlon également, mais en duathlon, ils ont vraiment raflé énormément de titres, quoi. Donc on va essayer de réitérer ça l'année prochaine, parce que cette année-ci on finit je pense 4 ou 5e. On a fait une année un peu moins bonne, et le problème en fait qui se passe souvent aussi sur les grands prix, c'est que il y a les championnats du monde des fois qui se passent en même temps que certains grands prix. Étant donné que dans notre équipe on a quelques Belges et qui sont souvent sélectionnés également pour les championnats du monde. Ici, par exemple, on est 3 Belges qui ont été tous les 3 sélectionnés au championnat du monde. Donc, dans l'équipe, il restait vraiment plus grand monde pour faire les courses. Juste 2-3 Français, mais ça a été compliqué de former une équipe pour sur une étape, quoi. Donc là, on a vraiment directement pris on finit dernier de cette étape-là. Donc, pour le podium, pour le Grand Prix, le classement général, c'était compliqué, quoi. Ok, tu disais que tu aimais bien les longues distances. Ouais. Aujourd'hui, pourtant, t'es quand même plutôt... Alors après, bon, ça dépend, oui. Tu fais du duathlon longue distance aussi, mais je veux dire, ça reste relativement court par rapport à, je sais pas, format Ironman, par exemple. Ouais. C'est des distances où... Enfin, Ironman ou Powerman, hein, tu le mentionnais aussi tout à l'heure. Powerman qui est l'équivalent Ironman, mais en duathlon. On peut dire ça comme ça. Ouais. Tu envisages aussi de partir sur des distances comme ça ? C'est vraiment marrant parce que j'ai commencé avec vraiment ce truc du plus long mieux c'est quoi, vraiment plus long c'est bon, comme on dit, mais maintenant c'est vrai que plus en plus que je me rapproche de vraiment d'être, parce qu'en fait au final si je veux faire un Ironman, ou même maintenant aussi la question qui se pose c'est peut-être faire un marathon aussi, essayer de faire un bon chrono sur le marathon. Je me rends compte de ce que c'est aussi. Si je veux le faire pour faire des bons temps, des bons chronos. Je veux pas le faire dans le sens où je veux le finir. Ça, je pense que je me mets pas des fleurs, mais je pense que si demain je serais nager mes 3 km 8, je serais le finir. Mais c'est vrai que d'essayer de faire un chrono, ça demande beaucoup d'heures, et c'est aussi très très compliqué. Donc je pense qu'un jour j'y passerai, parce que j'aime le triathlon et j'aime la course à pied, par exemple pour le marathon. Donc ça, je pense que j'en ferai aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un challenge qui me fait de plus en plus peur, plus en plus que j'avance, quoi. Parce que plus en plus que je progresse, je me dis je m'attends à sur marathon faire tel temps ou sur Ironman
pouvoir faire tel temps ou tel temps, parce que voilà, je me fixe souvent des objectifs comme ça. Maintenant, ouais, pourquoi pas ici même une fois, hein, essayer de faire un Ironman juste pour le fun et me dire ok, je veux le finir et pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand t'es un peu dans cette optique-là de tout le temps performance, ben t'as envie de bien faire et d'essayer de faire un chrono, quoi. Oui, c'est la crainte que beaucoup de triathlètes débutants pourraient avoir en se disant est-ce que je vais parvenir à le terminer. Toi, tu as la même crainte, sauf que c'est pas tellement est-ce que je vais pouvoir le terminer, est-ce que je vais pouvoir le faire dans un temps qui soit décent et faire, je sais pas, un top 10, 20, 30 en fonction de voilà, en fonction des participants. Mais ouais, même si au final, je pense que et c'est ça qui est beau dans le triathlon, mais surtout dans l'Ironman, c'est que peu importe la personne ou je veux dire le fait de finir un Ironman, c'est magnifique. Je pense que le premier ou le dernier, et c'est ça qui est vraiment chouette souvent sur les Ironman, c'est souvent que le premier de la course va attendre le dernier de la course pour le féliciter, etc. Ça arrive souvent sur Hawaï ou quoi, qu'ils attendent vraiment le dernier. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, un peu dans le même esprit que le trail au final, de voilà, ben tout le monde qui a fait la course a vraiment tout autant de crédit le premier que le dernier. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je dis aussi quand je fais les 20 km de Bruxelles, parce que j'ai souvent des amis qui le font, etc., et qui finissent ça en 3 heures. Et je leur dis, mais félicitations. Ils me disent, oui, mais félicitations, toi, t'as fait ça en 1 heure. Ils me disent, oui, mais j'ai fait ça en 1 heure. J'ai pris 3 fois moins de temps. Donc, ça fait pendant le tiers du temps que j'ai passé en courant, quoi. Moi, demander de courir pendant 3 heures, non merci, quoi. Mais c'est quand même beaucoup, quoi. C'est ça, c'est tout ça aussi qui est, je trouve, qu'il faut aussi remettre dans le contexte, c'est que, ben, ils souffrent plus longtemps que nous, quoi, au final. Ouais. Et c'est toujours plus dur, ouais. Tu disais les 20 km de Bruxelles, tu as fait ça en combien de temps exactement? Cette année-ci, c'était vraiment tout près de 1 heure, je pense. Je pense 1h20 j'ai fait en m'étant étiré 20 secondes parce que j'ai une crampe à 500 mètres de l'arrivée, donc je me suis un petit peu étiré pendant 20 secondes et je finis en 1h20 je pense. Donc c'était vraiment une chouette course avec Amaury Paquet, on finit vraiment tous les deux. Quand Arnaud dit 1h20, c'est 1h20 secondes, hein, évidemment. Ah oui. C'est pas parce que moi je dis 1h22, voilà, moi aussi j'ai fait la course en 1h22 mais moi c'était 1h22 minutes. Ouais. Voilà, donc petite différence. OK. Bon bah c'est bien. Bon, attends, parce que là, je sens que tu allais nous laisser partir notre invité, mais il y a quand même la question qu'on pose toujours dans le podcast. Alors normalement, le podcast s'appelle Devenir triathlète, on demande comment devenir triathlète. Là, Arnaud, pour toi, on n'a pas le choix, c'est comment devenir duathlète. Alors, comment devenir duathlète? Ben déjà, et c'est ce que j'essaie de faire partager aussi, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait, parce qu'au final, beaucoup de gens vont courir parce que je sais pas, je dois perdre un peu de poids ou on a mangé trop hier, je dois aller courir. Mais c'est tellement fun de courir ou de faire du vélo, il faut vraiment prendre du plaisir, quoi. Aller courir entre copains, même sans votre monde, parce que le problème aussi qu'on a souvent, c'est qu'on veut essayer de se faire un certain temps, d'essayer de courir une certaine allure, certain kilométrage, donc vraiment, c'est que du fun. Enfin, aller dans les bois, si vous avez des bois tout près de chez vous, aller avec un copain, aller courir 20, 30 minutes, 40 minutes, mais vraiment profiter de la nature, profiter de ça, de la capacité aussi de votre corps à pouvoir courir, parce qu'il y a des gens qui ont pas la possibilité de courir, et ça je me le répète chaque jour, c'est qu'au final il y a des gens et c'est pas pour ça qui sont inactifs, parce que quand on va voir des gens qui sont invalides, qui finissent quand même des fois des Ironman en chaise roulante, etc., c'est juste magnifique. Mais voilà, il faut se rendre compte des fois de la chance qu'on a d'avoir des fois un corps qui est en bonne santé et d'en profiter, quoi. Notre corps, c'est vraiment super important, et de faire du sport, c'est vraiment hyper bénéfique pour lui. Donc voilà, vraiment ayez du plaisir à faire du vélo, de la course à pied, et pour devenir duathlète, vous allez voir, essayez de vous inscrire sur une course et vous allez trouver le mélange vraiment chouette. C'est vraiment un chouette petit défi à faire, parce que je pense que même si il faut pas commencer à essayer parce que je sais bien que le premier frein aussi des fois c'est le prix d'un vélo qui peut coûter cher, mais voilà, il y en a qui sont vraiment disponibles pour vraiment pas trop cher maintenant. Donc vraiment amusez-vous, faites ça entre copains. Il existe aussi des fois des duathlons en relais, donc le premier fait la course à pied, le deuxième le vélo, et on repasse le relais pour le gars qui finit la course à pied. Ça aussi c'est vraiment des chouettes
chouettes moments de partage en sport, et puis après profiter, pour ceux qui aiment bien des bonnes bières ou quelque chose comme ça, entre amis, de finir la troisième mi-temps et de pouvoir partager un bon moment. Parce que je pense que c'est ça au final, le sport, c'est plus que juste le sport. Quand on voit encore la Coupe du Monde ici, par exemple en football, comment ça peut rassembler les gens, c'est ça la beauté du sport, quoi. Je suis pas un grand fan de foot, hein, mais pourtant quand je vois comment ça repartage les gens, c'est vraiment beau, et c'est ça que je trouve qui est vraiment beau dans le sport, quoi. Bah écoute, je pense que tout est dit. Et puis juste avant de te laisser partir, où est-ce qu'on te suit, Arnaud ? Vous pouvez me suivre donc je suis vraiment souvent présent sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, ceux qui veulent me suivre sur Strava, parce que pour moi c'est le meilleur des réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre, Arnaud Delis. Et voilà, j'essaie d'y poster quand même souvent un peu les courses que je vais faire, les résultats que je peux faire. J'essaie aussi des fois de partager un peu des petits conseils quand j'en ai le temps, quand vraiment j'ai des petites choses à dire. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment bien partagé mon sport et essayer de le faire découvrir au plus grand nombre possible, parce que je pense que c'est vraiment un chouette sport. Donc voilà, j'essaie de fois donner des petits conseils d'entraînement ou des petits tips à gauche à droite. Donc vraiment, il faut pas hésiter à venir me poser une question. J'essaie tout le temps d'y répondre, donc n'hésitez pas. Bon, écoute, je t'ai ajouté sur Strava. On mettra les liens de ton Insta dans les notes de l'épisode. Arnaud, merci pour tous ces échanges. On te souhaite une bonne continuation. Quand tu passes à Gonfreville, fais un petit coucou aux Embruns du Havre de ma part. Et puis, on suivra avec attention le reste de tes compétitions. Ça va, super. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi, Arnaud. Bonne saison 2023. Merci. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Ciao. D'accord, merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.